à toutes et tous et bienvenue dans No Spoil, le rendez-vous ciné-série en collaboration avec nos copains d'Allociné. Vous êtes bien sur le stream et aujourd'hui une émission un petit peu spéciale. Pourquoi ? Parce qu'on est avec Michel. Voilà. Mais c'est pas tout, évidemment, puisque nous sommes aussi avec notre membre de la rédaction de Allociné. Comment ça va ? Qui n'est pas une peluche. Qui n'est pas une peluche. Comment ça va, Mégane ? Ça va très bien. Et toi ? Écoute, moi ça va un petit peu fatigué aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on est tous un peu dans une mécanique de fatigue là en ce moment. Mais j'ai très hâte d'aborder le grand sujet du jour, à savoir notre débrief de House of the Dragon. Moi aussi, j'ai hâte. On a déjà fait partager quelques podcasts ensemble sur le sujet. Un nouveau qui arrive. En gros, là, on fait la version un peu bêta du travail. Ouais, c'est ça. On peut dire comme ça. On peut dire ça. On aura beaucoup de choses à dire. Ouais, il y aura beaucoup de choses à dire. Juliana aussi est avec nous de 2 heures de perdu. Comment ça va, Juliana ? Bonjour, ça va très bien. J'aimerais que tu me décales aussi comme ça sur ton plan, comme une peluche, comme ça. Hey, ça va très bien. Très content d'être là avec vous. Ravi. J'ai fini House of the Dragon en vue d'en débattre avec vous. Et mon avis a été vallonné, donc. T'as un avis très tranché, mais qui a évolué au fil de... Vallonné, vraiment. On a fait des montées, des descentes, et on ne sait pas où je suis arrivée. C'est un suspense que je vous laisse. Vous verrez tout à l'heure. De l'autre côté du plateau, nous sommes avec Mélanie de la Manie du cinéma. Comment ça va, Mélanie ? Salut, ça va très bien. Pareil, hâte de débriefer de ce dernier épisode qui a fait que, je pense, beaucoup de gens se sont couchés un peu tard hier en disant vas-y, je fais une soirée pour le grand final et tout. C'était sportif, donc hâte. Et ouais. du coup, Bitel est avec nous. C'est pas ta première avec nous, hein. T'étais déjà venu. Bitel, bien sûr, que vous pouvez retrouver sur Mangasur, sur Starter et sur Twitch.tv, les amis bros, et sur Twitch.tv/Bitel. 2. Bitel 2. Mais oui, il y a toujours ce petit 2 qui est là depuis beaucoup trop longtemps. Mais non, très content de revenir. C'est vrai que j'étais venu pour parler de l'attaque des Titans. Tout à fait. Ça, c'était une sacrée émission, donc c'est un plaisir. Et puis, en fait, vu que je suis très fan de GOAT et de House of the Dragon, je viens vous en parler aujourd'hui avec vous. Et j'ai hâte de débattre de tout cela. Ce sera donc le grand sujet qui viendra au cours de cette émission. Il y aura aussi un petit côté sur côté sur Daniel Craig est-il un bon James Bond ? Voilà, on en parlera tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est les news. La première des news, c'est un retour. Juliana. Un retour, un film qui va peut-être revenir sur nos écrans. Twisters avec un S. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez du film d'il y a 25-26 ans avec Helen Hunt, qui avait été réalisé par Yann de Bont et produit par Steven Spielberg et Kathleen Kennedy. C'était un film catastrophe avec des tornades, une scène d'intro que moi je n'oublierai jamais où la petite Jo voyait son papa disparaître sous ses yeux. Et donc c'était 2 météorologues, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, donc Helen Hunt et Bill Paxton, qui se lançaient à la poursuite des tornades. Et apparemment, ce projet a été, ça fait quelques années qu'il est en développement et il a été remis un peu en prio chez c'est Amblin et Universal, il me semble. Donc très 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 hâte de voir ce que ça va donner. Bill Paxton est hélas décédé, donc il ne reviendra pas, mais Helen Hunt serait apparemment de la partie. Il serait question de sa fille et d'elle-même et de leur relation dans un nouveau film. Il y a plein de réals qui ont été évoqués. Il a été question de Kosinski, dont le réalisateur de Top Gun Maverick, mais qui finalement ne sera pas de la partie. Il y a également le réalisateur de Prey qui était en ligne. Les réalisateurs, on ne sait pas, c'est des rumeurs pour l'instant, qui ont fait le documentaire Free Solo, les 2 réals, donc plutôt intéressant. En tout cas, il y a plein de pistes comme ça, réal d'animation qui a fait Kubo également. On ne sait pas, mais en tout cas, ça a été relancé et il voudrait tourner sous peu, parce que le dernier scénario est apparemment assez convaincant. Donc les prods ont dit Greenlight, on y va, on fait ce projet, quoi. Une suite, une legacy sequel, un reboot, on ne sait plus... Plutôt une suite, pour le coup, je pense, puisque ça serait directement le même personnage qui, en fait, transmettrait à peut-être un legacy sequel, du coup, très proche aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai revu en plus il y a peu de temps pour 2 heures de perdu. Je me souviens de cet épisode, il était très drôle. Et c'était vraiment. Enfin, moi, c'est vraiment un film de mon enfance qui, je trouve, n'a pas tant vieilli que ça. C'était une prouesse d'effets spéciaux déjà à l'époque. On se souvient de la vache qui tourne dans le... Et ouais, dans la tornade. Ouais. Et il y avait même des attractions au Universal Studios et tout ça. Donc ça a été une attraction Twister. Ça a été, moi,
En tout cas, c'est un film qui m'a beaucoup marqué et j'aime beaucoup Helen Hunt et ce film me plaît beaucoup. La BO est très chouette également. Donc, écoutez, c'était ma petite news. J'avais envie de partager ça avec vous vu que la semaine dernière, j'avais parlé de quelqu'un de décédé. Je me suis dit, bon. Oui, news un peu plus joyeuse. Voilà. Le vent a tourné. hein. Voilà. On en pense quoi, Mégane? Pareil, Twister, c'est un bon souvenir? C'est un souvenir très flou. Flou. Parce que ça fait partie Ça des. tournait Ouais, ça tournait. Ça tournait beaucoup. Non, mais c'est un film que j'ai vu qu'une seule fois. Je me rappelle, ça devait être mes parents qui l'avaient loué en vidéoclub. Et ça m'avait un petit peu effrayé quand même Oui. toutes ces tornades, ces catastrophes, etc. Et effectivement, le coup de la vache, ça m'avait beaucoup marqué. Mais du coup, pourquoi pas pourquoi pas le revoir? Je pense que ça pourrait déjà être pas mal. Et puis, pourquoi pas une suite, de toute façon. Et C'est la mode des suites. dans le scénar, gros enjeux environnementaux également, Évidemment. qui du coup seraient présents dans ce deuxième film par rapport à notre condition un peu alarmante de la planète de ces derniers temps. Ça ferait sens. De votre côté, Mélanie Bittel, est-ce que Twister, c'est un truc qui vous parle ou pas plus que ça? Bah, Plutôt séance de rattrapage ou plutôt souvenir? moi, en fait, vraiment, je l'ai découvert avec l'épisode de 2 heures de perdu. J'ai regardé le film, après j'ai écouté l'épisode. Et maintenant, j'ai un avis un peu, on va dire, mitigé, vu que vous êtes assez moqué du film. Mais en même temps, c'était quand même cool et j'avais bien Je aimé. regarde jamais des films. Non, jamais. Et c'est vrai qu'en vrai, c'est pareil, le truc de la vache, je l'avais vu avant de voir le film. Et ça marque. Donc, je me demande si des chasseurs de tornades, des trucs comme ça, c'est un peu encore peut-être à la mode. Et puis avec des enjeux écologiques, peut-être qu'il y aura quelque chose d'intéressant à faire. Bittel, Bah, t'es passé moi, à côté ou surtout que je n'étais pas né, si tu veux, quand il est sorti. Donc, du coup, forcément, déjà, ça bloque un petit peu, tu vois, l'accès. Et j'avoue qu'après, non, j'ai pas du tout. Je suis pas plus renseigné que ça. Mais par contre, le pitch a l'air ultra intéressant. Moi, j'avoue que les chasseurs de tornades, j'en suis sur YouTube. Donc, si tu veux, moi, ça peut être un truc qui peut me hype carrément. Donc, voilà, je ne savais même pas qu'il y avait ce film. Donc, du coup, je suis un peu en mode. Est-ce que tu as envie de le voir le premier du coup? Du coup, je suis curieux de voir le premier et de me dire, s'il y a un deuxième, c'est qu'il y a quand même eu une certaine volonté. Donc, avec je suis assez curieux. dans le chat un extrait du dialogue quand il y a la vache, c'est oh une vache, oh une autre. Je crois que c'est la même. Effectivement c'est ça. J'ai Non, souvenir mais qu'il y c'est a bon quelque passage. chose un peu comme ça. Je vais regarder du coup. C'est le gros détail du film. Attention, faut pas s'arrêter là-dessus. Il y a une scène dans un ciné qui est dingue. Enfin, vraiment, quand vous verrez le film, vous penserez à moi pendant la scène du ciné. Elle est ouf. C'est un grand moment de cinéma. Grand moment de cinéma dans un cinéma. Allez, Dans un cinéma extérieur. Ah. Hmm. Oui. On peut assez imaginer, oui, les choses qui peuvent arriver. Donc un nouveau Twister, donc en préparation. Deuxième news, Mélanie. ouais, c'est pour célébrer quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour le cinéma, puisque la semaine dernière, du 15 au 23 octobre, il y avait le Festival Lumière à Lyon. Lyon, berceau du cinéma des frères Lumière, n'est-ce pas? C'est un des plus grands festivals français et au final de cœur, on va dire, du monde de cinéma. C'est quand même le festival du cinéma de patrimoine qui vraiment félicite tous les grands réalisateurs et grandes réalisatrices du cinéma. Et l'année dernière, et chaque année, il y a le prix Lumière qui est remis donc à un réalisateur, une réalisatrice pour l'ensemble de sa carrière. L'année dernière, c'était pour Jane Campion et cette année, c'était pour Tim Burton, qui même si on peut dire plein de choses, ça serait un bon côté sur côté Tim Burton, je pense, parce qu'effectivement, beaucoup aimé le Tim Burton d'avant Charlie Chocolaterie, puis voilà. Ça reste, n'empêche, un immense réalisateur qui a fait énormément de films qui ont touché beaucoup de gens. Moi, c'était un de mes réalisateurs préférés quand j'étais gamine, parce que Beetlejuice, une des meilleures comédies qui existent pour moi. Et donc, il a reçu le prix Lumière pour saluer l'ensemble de sa carrière, qui est vraiment un prix honorifique. Et surtout, en fait, ce qui se passe chaque année pendant le Festival Lumière, ce qui est, moi, je trouve, le truc le plus cool, c'est que chaque personne qui gagne ce prix, en fait, doit tourner une sortie des usines, qui est donc le premier film réalisé par les frères Lumière qui a été présenté à la fameuse séance du 28 décembre 1895, première séance du cinéma. Et en fait, c'est en gros le hangar Lumière, c'est là où se passe tout le festival. En fait, chaque année, un réalisateur, une réalisatrice, en fait, refilme cette sortie. Et donc là, on peut voir un petit extrait où Tim Burton sort direct avant de se remettre derrière la caméra. Et en fait, c'est vraiment le plus beau symbole qui est possible, c'est que en plus de saluer l'ensemble de sa carrière, c'est de saluer tout son impact dans le cinéma en lui faisant réaliser de nouveau le premier film. Et juste, je trouve que en fait, je trouve ça magnifique chaque année de revoir ces petits bouts d'histoire. Et je suis contente que Tim Burton l'ait, sachant que vraiment,
toutes les personnes qui étaient dans la salle étaient en pleurs, lui aussi. Donc je pense que c'était un beau moment d'émotion. Et j'ai très envie maintenant de revoir encore ces films, revoyez ces films, sachant qu'il y a aussi sa série qui sort, on en a parlé la dernière fois, Mercredi, qui sort sur Netflix incessamment. Mercredi, c'est le nom, ça sort pas mercredi. Exactement. Bonne précision. Merci. Ouais, t'as raison. Mais j'espère va sortir un mercredi, je ne sais même pas quel jour de la semaine ça va sortir. Si ça sort pas un mercredi, c'est nul. Il faut le dire. Et qui sort là dans les prochaines semaines, donc ce sera un petit peu, on va dire, l'année burtonesque. Et j'espère que ce sera aussi bien qu'on l'espère et pas comme ses derniers films aussi. Apparemment, il réalise que les 4 premiers, parce qu'on était dans le doute la dernière fois, c'était pas encore. Et il en a parlé comme d'un grand film, ce qui, moi, a tendance à me faire un peu angoisser quand les gens parlent de séries. Qui font des séries. Ouais. On verra. On verra. Mais hâte quand même. Tim Burton, donc lauréat du prix Lumière cette année. Megan, tu vas nous parler de quelque chose d'un petit peu moins sympathique. Oui, moins sympathique, une nouvelle qui fait déjà grincer des dents, notamment les abonnés de la plateforme Netflix. Le partage de comptes, c'est sûrement bientôt fini. Alors, oui. Comment ça s'organise? Est-ce que c'est on l'a vu arriver, ils en ont parlé depuis un moment, mais là ça semble de plus en plus officiel. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue sur Netflix qui s'intitule le transfert de compte. Donc en fait c'est une possibilité que vous offre la plateforme à l'utilisateur de transférer son profil, donc avec toutes ses caractéristiques, les paramètres, l'historique, les favoris, les parties déjà enregistrées, les recommandations, etc. Sur un nouveau compte payant. Parce que si vous étiez en train de gratter sur un autre compte, c'est fini. Il va falloir transférer toutes vos données et tout votre profil sur un nouveau compte payant. Et donc c'est une annonce qui pouvait être un peu éparpillée comme ça parmi toutes les news ciné. Mais en fait, ça fait partie de la nouvelle stratégie de Netflix pour regagner des nouveaux abonnés, évidemment, parce qu'ils en ont perdu pas mal. Est-ce que vous pensez vraiment que tous les gens qui ont un compte partagé vont vraiment s'abonner pour autant? Non. Ça paraît compliqué. En fait, je pense qu'il y a des personnes qui vont être un petit peu obligées parce que il y a différentes stratégies pour empêcher justement le partage de comptes qui vont être mis en place par Netflix. Il y a déjà eu plusieurs semaines d'essais qui ont été faites en Amérique du Sud et ce serait normalement officiellement lancé début 2023. Oui. Donc dès l'année prochaine. Et si vous voulez partager votre compte, il va falloir payer un surcoût. Pour pouvoir ajouter, pour pouvoir ajouter un ou plusieurs profils supplémentaires. Le prix n'a pas encore été annoncé, mais il pourrait y avoir en tout cas les bêta-testeurs, ils ont dû débourser à peu près $3. C'est ça, par compte. Pour ajouter. Si t'as 3 potes qui squattent, c'est 9 balles. C'est ça. En fait, le truc, c'est que moi, tu vois, par exemple, c'est pas des potes qui squattent, c'est ma famille. Et oui. Mais donc, en fait, le problème va se poser pour la famille, effectivement. Oui. Mais pour les comptes famille, justement. C'est ça. Moi, j'ai un compte famille, donc à 14,99 €. Enfin, moi, je paye quand même mes 17 balles, quoi. Alors, ou 17, je sais plus combien c'est. 99. Pour les comptes famille, le seul souci qu'il pourrait y avoir, c'est que si vous regardez tous Netflix dans votre famille, dans le foyer que vous partagez tous ensemble, c'est OK. Oui, mais par contre, si vous allez regarder ailleurs, typiquement moi, toute ma famille, on a un compte Netflix, OK. Mes parents, mes frères et sœurs et tout, ils ont leur compte, machin, très bien. Moi, j'ai mon profil. Mais dans mon appartement, moi je regarde dans mon appart. Voilà. Donc là, ça posera problème par contre. Et de la même façon, moi je m'interroge pareil sur le fait, je sais pas, tu vas au boulot ou moi par exemple je vais au sport et je regarde Cobra Kai en faisant du sport, ça m'arrive à la salle. Et du coup, est-ce qu'il considérera que c'est quand même mon compte, sachant que je suis dans un lieu géographique différent, ou est-ce qu'il considère que du coup, vu que je suis plus chez moi ou que c'est trop bizarre, est-ce que ça va être rattaché par appareil directement? Du coup, est-ce que c'est par IP ou pas? C'est ça, c'est toute la question. Pour l'instant, on n'a pas encore ces données-là, c'est pas encore établi, mais ça va être un gros bazar. Ça pose d'énormes questions. Ouais. Surtout que vraiment, je le partage avec des membres de ma famille, et pour le coup, c'est moi qui ai l'abonnement, donc Maxi, pareil. Et c'est des membres de ma famille, donc il y a la notion de famille dont on vient de parler. Mais mes parents qui ont bientôt 80 ans, ils vont pas s'abonner pour autant. Évidemment que non. Tu vois, donc ça, c'est juste perdre de l'option de catalogue et du service. Donc ça risque d'être très très mal reçu. C'est compliqué. Je pense qu'ils sont encore en train de peaufiner leur stratégie, de voir un peu ce que les consommateurs sont prêts à faire ou non. En fait, ce qui me ferait chier, c'est de devoir, par exemple, tu vois, arriver et dire, faire un justificatif. Non, c'est bien mon père qui l'utilise, c'est bien mon frère qui l'utilise. Enfin, à un moment, ça va toujours plus de collection de données, quoi. On va faire des selfies bientôt avant de regarder. Regardez pour c'est bien moi qui utilise les comptes. L'enfer. Voilà, la caméra qui va te filmer en train de regarder pour être sûr que c'est vraiment toi, la reconnaissance faciale. Non, en vrai, il est ultra important ce sujet parce que Netflix, ils ont regagné des abonnés assez récemment, mais là, ils vont juste reperdre le truc. Oui, parce que là, il y avait une grande frayeur du côté des actionnaires qui voyaient les chiffres s'écrouler, mais ils sont remontés. Oui. Et ils sont bien remontés en plus. Oui. Donc pourquoi?
Pourquoi faire ça? Mais surtout qu'ils ont déclenché. Moi, j'ai adoré ce mail qu'on a tous reçu. Je pense quand on a abonné, c'est vraiment les familles changent, les gens bougent. Ouais, tu t'es aussi fait larguer par ta meuf. Enfin, tu vois, genre par ton mec, ça va, c'est bon. Enfin, le transfert de profit, tu t'es embrouillé avec ton pote. Il y avait vraiment ce truc parce que les enfants quittent le nid. Tu fais ouais, pas que, vraiment. Et il y a la pub aussi. Il y a les forfaits pubs aussi qui sont arrivés. Ça change rien à ceux qui payent plein pot, mais en tout cas, ils ont mis en place ce forfait pub pour un peu moins cher, c'est ça C'est pour 5 balles. Ça encore, c'est une stratégie que je peux entendre et que je peux comprendre. Pour des personnes qui ont un budget plus modeste et qui veulent quand même avoir accès à la plateforme. Qui sont habitués sur YouTube, ce genre de choses pubs et qui se disent bon, c'est le prix à payer pour économiser surtout. Ils sont toujours dans leur logique de proposer leurs séries originales et autres, mais on sait très bien que les séries originales, elles se retrouvent toujours sur des sites de Droid ou autres, et que justement, le fait de bloquer cet accès au multicompte, on sait très bien que ça va être le retour de la vague de piraterie, tu vois. Moi, c'est ça aussi l'option, tu vois. On sait que Netflix avait freiné énormément le piratage en France, tu vois. Donc là, se dire non, on va revenir, on va vous bloquer l'accès, ça n'a aucun sens. Et en fait, moi, je comprends pas l'intérêt de faire ça quand tu as un compte famille, c'est-à-dire chacun a son profil. Mais personne, en fait, personne. C'est vraiment fait pour qu'une personne paye, pour que tout le monde puisse y accéder de chez soi. Donc je comprends pas les forfaits famille, c'est surtout pour, on va dire, c'est plutôt un forfait foyer, c'est-à-dire que tu as les parents qui regardent chez eux et tu as les enfants, les ados qui sont encore dans le foyer. C'est comme ça, à mon avis, qui devrait l'appeler. C'est moi, forcément, j'habite plus avec mes parents. Ils sont à Marseille. Moi, imaginons, mon compte est partagé avec celui de mon père. On ne sera pas considéré comme une famille, on sera considéré comme deux personnes indépendantes. Je pense que c'est ça ce qu'ils entendent par le forfait famille. Le truc, c'est que dans ces cas-là, moi, tu vois, qu'il y a le forfait max à 17 balles, je vais passer au plus petit. Ils vont perdre 10 balles par mois juste sur un utilisateur. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, vu que les forfaits plus petits, ils réduisent aussi en qualité de diffusion. Je prendrais celui qui permet. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est aussi un mauvais calcul si tu vas jusqu'au bout de la. À mon avis, il n'y a que 2 € de différence avec le forfait pour avoir les trucs en HD. Enfin, je connais pas assez bien leur offre mais c'est qu'à mon avis, ils ont augmenté aussi ces forfaits-là. Moi, j'ai le forfait individuel et il est au moins à 13,99, je crois, ou un truc comme ça, à 14. Il te segmente en gros. Tu as donc 7 €, 9 € qui est le truc de base. Après, tu as 13 et après, tu as 18. Ouais, c'est ça. Et en gros, sur le truc de base, tu n'as pas la HD, puis après, tu as la HD, puis après, tu as la 4K. Donc, en fait, si tu veux consommer sur ta télé 4K, tu es obligé de payer plein pot. Et est-ce qu'ils vont se raviser là-dessus ? C'est quasiment sûr que non, parce qu'on sait que la 4K leur coûte plus de bande passante, donc du coup, c'est plus cher. Et si on se fait filouter sur les comptes famille, moi, je payais mon abonnement avec ma famille, donc du coup, ça me revenait à 5 € par mois, quoi. Donc là, en tout cas, ce que je trouve inquiétant, c'est que, à mon avis, ils devraient plus se poser des questions sur leur contenu que sur la façon de les diffuser en termes de compte et tout ça. C'est que c'est quand même, on se dirige aussi vers quelque chose en termes de mouvement artistique et de création où Netflix continue à produire des séries aussi au fur et à mesure. Alors, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment qu'on se pose des questions uniquement sur un truc stratégique, monétaire, de compte, et qu'il n'y ait aucune direction qui soit donnée pour, peut-être qu'on va faire des contenus, maintenant qu'on est dans un milieu ultra concurrentiel, peut-être les contenus de meilleure qualité possible, personne ne prend la parole là-dessus. Et c'est un peu inquiétant. En général, tout le monde est en train de parler stratégie d'abonnement et plus personne ne parle fond de catalogue et de propositions. Il y a aussi la multiplication des plateformes. On l'a vu la semaine dernière avec Universal Paramount qui arrive. Dans la musique, il y a Spotify, il y a Deezer, il y a 2-3 autres. Il y a Google Music, Amazon Music, etc. Et à chaque fois, sur tous ces catalogues, tu as quasiment tous les mêmes morceaux. C'est une autre façon de. Et eux s'arrangent pour redispatch aux majors et aux disques, aux maisons de disques, etc. C'est deux philosophies différentes. C'est vrai que devant la multiplication des abonnements, à un moment, ça peut faire le retour des sites de Druid et d'NordVPN. Vraiment, c'est même quasiment persuadé. Tu vois. Je serais curieux de voir les chiffres du piratage. C'est impossible de pouvoir s'abonner à toutes les plateformes. C'est impossible. C'est compliqué. Ça fait un budget extrême et surtout, c'est ce qui est aussi encore pas vraiment le cas. Je trouve qu'il est un peu compliqué, c'est les packs. C'est qu'il existe des packs pour être à plusieurs. Mais je trouve, personnellement, je n'arrive pas à trouver, un truc tout bête, mais j'ai un compte MyCanal. Je n'arrive pas depuis mon compte à avoir un compte OCS. C'est impossible. Ah bon ? En fait, le truc, c'est que j'ai un compte que j'avais pris, les offres un peu spéciales. Et en fait, il n'y a rien qui fait que tu peux tout avoir d'un coup. C'est extrêmement mal foutu. Et s'il y a d'autres gens que je connais, ça leur a fait la même chose. En fait,
il y a rien en fait pour centraliser. Pour avoir des packs, ou alors peut-être que ça C'est arrive. étonnant parce que moi, tu vois, mes parents, ils ont MyCanal, mais ils ont un pack avec OCS, Netflix. Oui, et Disney+. mais moi je n'y arrive pas à l'avoir. moi aussi. Depuis Ah mon ouais, compte c'est Canal, marrant. je n'arrive pas parce que j'ai pris un truc, c'était moins de 27 ans à l'époque, et en fait, comme ça c'est dessus. C'est c'est payé, pour ça. il faut Bah oui, payer, t'as pas Mélanie. Alors Allez. maintenant, je les ai plus les 27 ans. Là, Désabonner, Mais oui, rabonner. mais c'est c'est ça, ça. un abonnement. Mais si, il faut toujours arriver comme un nouveau client, il te brosse plus dans le sens du poil que si t'étais un vieux client. C'est C'est horrible. ça, alors que vraiment, si tu pouvais juste avoir un truc de. En fait, j'aimerais bien, vraiment comme les trucs de musique, c'est vraiment genre, tu coches celle que tu veux, et après, tu as la facture à la fin du mois, tu dis, bon, ok, mais au moins, tu as tout centralisé. J'avoue que ce serait plus simple. Ouais. Et je pense que même au niveau des tarifications, là, peut-être que ça s'homogénéiserait un petit peu plus. Mais bon, après, demander à des plateformes concurrentes de se mettre J'allais dire, ensemble, ouais. Non, ça, c'est- Non. Déjà le bail de MyCanal avec Netflix déjà et Disney, énorme. t'es là, t'es en mode wouhou. Ouais, Bon, voilà, c'est un vaste c'est compliqué, débat. mais en tout cas, vaste débat, sujet très intéressant, mais sujet assez inquiétant. Et du coup, on attend de voir. N'hésitez pas à bien partager en attendant. Hein. Faites bien tourner. Hein. Ah ouais, là, faut faire tourner pour les 3 derniers mois. Là, hein. Et voilà, et puis on attendra des nouvelles plus précises. On n'a pas officielles, de date, de rien. Normalement, c'est censé être mis en place début 2023, donc on attend des ouais. annonces plus officielles et plus précises, en tout cas, de la part de Netflix. Mais Je Je suis Là, curieux en en- tout cas si ça passe en France. En annonce officielle, il y a juste eu les familles changent, vous pouvez transférer le votre petit compte. mail, les familles changent. Oui, C'est ça. Mais il n'y a Ouais. pas eu de Petites communication officielle de attention l'instant. les amis, ça arrive quoi. Pour Ouais, l'instant. C'est la rumeur. Mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Écoute, on en reparlera dès qu'on On en aura reparlera. plus d'infos. Bitel, de ton côté, un animé ou un manga, les deux à la fois, c'est quoi? C'est pour un animé. Bah oui, animé. quand même, je viens autant vous ramener un petit peu ma touche manga quand même. Bien faut pas sûr. abuser. Mais oui, en fait, je voulais vous parler de ça et en plus, ça tombe vraiment à point nommé que j'arrive sur No Spoil parce que, il y a un animé récemment qui vient de sortir qui s'appelle Chainsaw Man et qui en fait propose un générique de fou avec une quantité de références cinématographiques. Je vous invite évidemment à regarder ce qui va se passer à l'écran parce que vous allez voir, vous en avez pour votre argent. clairement. Juste avant qu'on lance le truc, derrière nous, pendant qu'on parle un peu ou qu'on commente, tu peux juste pitcher, c'est quoi Chainsaw Man? Alors Chainsaw Man, c'est l'histoire donc du coup de Denji. C'est un jeune homme qui a énormément de dettes. Malheureusement, son père est mort et lui a laissé bon nombre de dettes derrière lui. C'est un chasseur de démons et il va tout simplement essayer de survivre dans cette jungle et de rembourser cette dette. Vous pouvez voir donc du coup il est avec ce très cher Pochita qui est un démon et qui va à un moment tout simplement fusionner avec lui à un moment où une mission va mal se passer. D'où le nom Chainsaw Man puisque à ce moment-là il deviendra mi-homme, mi-démon et vous allez voir donc du coup avec toute cette équipe, il va essayer de détruire tous les démons que vous allez avoir dans la ville qui vont apparaître au fur et à mesure du temps. Et vous allez suivre évidemment une aventure totalement déjantée et qui n'a absolument aucun sens. Vraiment, Chainsaw Man, c'est hallucinant de par sa créativité et Dans sa folie. Chainsaw, c'est tronçonneuse. donc, Chainsaw, c'est tronçonneuse. il tout à fait. se transforme en tronçonneuse, ça c'est quoi le... Il va se en fait, en gros, tu vois, regarde, il se transforme. Il a vraiment une tronçonneuse qui sort et après, il a 2 tronçonneuses au niveau des mains. Mais je voulais vous montrer ce générique parce que D'accord. Oh Bon, là là. beat'em il y a up. énormément de références cinématographiques et je pense que vous les avez toutes eues au vu des personnes qu'il y a autour de la table. Je me fais pas trop de problèmes. Surtout Monsieur Tarantino qui est bien mis en avant dans ce générique. Bon là on est plus sur une partie plus Il y avait un originale. petit mais... Big Lebowski, j'ai Ouais. bien aimé. Voilà, il y avait du Big Lebowski, il y avait pas mal de choses. Je vais vous citer un petit peu tout ce qu'il y a. Vous allez voir, il y en a beaucoup pour le coup, puisque on commence avec effectivement Pulp Fiction. On voit vraiment la scène où il est en train de le pointer avec un pistolet. On a Reservoir Dogs. Nous avons No Country for Old Men, Once Upon a Time in Hollywood, Attack of the Killer Tomato, Don't Look Up. On a la Jacob's Ladder, évidemment. Constantine, The Big Lebowski, comme cité. On a un petit peu de Évangélion, mais ça, c'est encore après, c'est un cadre un petit peu plus animé. On a Fight Club avec l'énorme boule dorée. Et après c'est d'autres références, mais qui sont, on va dire, un peu plus autour du manga. Mais voilà, je voulais vous le montrer parce que je trouve ça cool de voir un croisement entre l'animé et vraiment ce côté très cinématographique qui inspire en vrai beaucoup l'œuvre. Merci à toi, Bitel. C'est dispo où? C'est disponible sur Crunchyroll. Sur Crunchy. Sur Crunchyroll que vous pouvez retrouver. On est au 3e épisode là. 3 épisodes, 27-26 minutes, un truc comme ça. Ouais, 25 à peu près. Ok. Chainsaw Man, donc avec un son générique plein de références cinématographiques et donc d'autres animés.
Megan, je crois que toi, tu regardes un peu d'animé Oui, mais Chainsaw Man, pas Chainsaw Man encore, donc ça a l'air pas mal. Enfin, Non, très trash, très what the fuck. mais Ouais, ça a l'air c'est pas mal. très trash, très what the fuck, mais si t'aimes bien ce genre de choses-là, tu rentres très très vite dedans et tu rigoles bien en fait. Bah, moi, ce qui me rassure surtout, c'est que ça vient de commencer, donc j'ai le temps de Ça m'y vient de mettre. commencer, tout à fait. Plutôt que de rattraper 5 saisons. Est-ce que tu connais voilà. One Piece? Oui, et, chance. et non, je n'ai pas le temps, malheureusement. Ça pour va, One Piece. seulement Même si ça- 1060 même si ça a l'air épisodes. très très bien, mais j'ai pas du tout le temps. Donc là, c'est bien si je peux prendre le train en marche très Ah, tu peux rapidement. complètement prendre le train en marche. Tant mieux. Et petite info aussi quand même que je trouve très intéressante, il faut savoir que donc, du coup vous avez les openings à chaque fois, chaque début d'animé, et ensuite l'ending, et pour cet animé ils ont fait en sorte de choisir 12 artistes différents pour faire 12 endings différents, Ça, c'est Ah ouais. cool. chose qui n'arrive Ah, très peu, Ok. et c'est ultra Ah, intéressant. c'est cool ça. Tous les artistes sont absolument zinzin, donc n'hésitez pas à aller écouter aussi tout cela, voilà. Chainsaw Man est disponible donc sur Crunchyroll. Crunchyroll. Merci à toutes et tous pour ces quelques news. En complément, je voulais vous dire en bref 2-3 petites choses, parce qu'il y a eu des bandes annonces notamment qui sont sorties ces derniers jours / heures. Hier notamment Ant-Man et la Guêpe avec Quantum Mania. Alors Nanik c'est pas là, hein, donc, mais je vais quand même pitcher ça. Réalisé par Peyton Reed qui a déjà fait les 2 premiers opus. Kang le Conquérant, grand méchant, incarné par Jonathan Majors, J'ai tellement hâte. et une volonté, peut-être enfin, on espère, de faire avancer le lore de cette saga qui devrait finir avec Kang Dynasty et Secret Wars, les 2 prochains Avengers. Est-ce que vous l'avez regardé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors moi, je ne l'ai pas regardé, mais un peu volontairement parce que j'aime bien découvrir les choses aussi. J'ai bien aimé les 2 premiers, même si je trouve que le premier fait un peu téléfilm, hélas, voilà, de 90 minutes. Mais j'aime bien les persos, j'aime bien les acteurs. Je trouve que c'est plutôt sympa. C'est le Marvel sympa de mon côté. Donc j'irai voir avec grand plaisir ce film quand il sortira au cinéma. Mais j'essaye de me protéger un petit peu pour ne pas me pas trop spoiler trop, pas moi-même. trop, non. No spoil, tu vois. No spoil. Megan, le fait d'avoir Kang en vrai, enfin. Ah, ça c'est cool. Ouais. Même si on avait découvert une version de Kang déjà dans la série Loki. Mais là en costume et tout. Ouais, là, tout ça. oui, ça en jette un peu plus, ça c'est sûr. Puis Jonathan Majors, ça c'est un super acteur et on sent qu'il s'est vraiment donné à fond dans le rôle. Je sais pas si vous avez vu son training physique. Mais c'est censé être le impressionnant. nouveau Thanos, hein, pour ceux Ouais, c'est qui ça. suivraient le MCU de C'est plus le loin. nouveau grand méchant de Marvel. Moi, je suis un peu mitigée parce que j'ai énormément d'affection pour Paul Rudd. J'adore cet acteur et je trouve qu'il le fait très bien. Il est très attachant et j'aime beaucoup Ant-Man. Après, ce qui m'embête, c'est la manière dont le personnage est utilisé. Je sais pas si c'est la meilleure manière d'introduire. Enfin, je sais pas. Je sais pas parce que c'est encore lui. Enfin, c'est grâce à lui que dans Avengers ils ont cette idée d'aller Dans le remonter temps. dans le Oui. temps, etc. Donc c'est toujours fait de manière un peu genre mais oui, alors, utilisons Ant-Man, on va faire ça comme ça. Oui, puis le ça- royaume ça- quantique, c'est un peu le, voilà, le truc. c'est bon, allez hop, on va utiliser La carte celui-là, Joker. on va lui C'est ça. donner un peu des trucs à faire et puis ce sera très bien. Donc ça m'embête un peu parce que il mérite mieux, je trouve, comme personnage. Donc à voir. Après, là, ça a l'air quand même d'être quelque chose d'assez grandiose. Donc peut-être que là, on va enfin donner de la grandeur à ce personnage et lui donner une mission vraiment majeure qui aura de l'importance dans la phase 4. Et à cette phase, parce que là, Oui, bah, on c'est est ça. quand même On sur une avance phase enfin, là, parce que- qui rame un petit peu. Rame un Mélanie, petit peu. Le MCU, c'est Un pas peu trop ton beaucoup truc, si. Si, j'aime bien, mais sauf Ant-Man. En fait, Ah, t'es pas fan d'Ant-Man? Alors, en fait, j'adore Paul Rudd, mais en fait, j'ai jamais accroché à Ant-Man. J'ai pas vu le 2, donc ça se trouve le 2 est bien, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir. Mais le 1, j'ai en fait le côté un peu téléfilm qui, effectivement, j'ai trouvé que c'était pas un très bon Marvel, donc je suis pas allée chercher plus loin. Même si j'aime bien quand même dans le dernier, je le trouve bon quand même, mais c'est pas celui qui m'attire. Et là, de voir la bande-annonce. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Je pense que ça peut être très bien, mais c'est plus pour la mythologie, on va dire, pour la suite, phase 4, que là, ça m'intéressera, mais là, le personnage sans plus. Dernier film de la phase 4, donc une phase 4 en mode transition avant la phase 5, donc Kang, ça y est, on y est, Bitel. Ouais. Bah en fait, moi je vais pas mentir, hein, la phase 4 m'a dégoûté du MCU. Je suis un gros fan pourtant et ça m'a vraiment... Ah, vraiment, Non, mais je comprends. je suis très triste vraiment de la tournure. J'avais dit, il n'y a plus Iron Man, c'est fini. Bon, bah c'était vraiment fini, dommage. Mais en vrai, moi je suis plutôt hypé quand même à l'idée de voir Kang enfin. Parce que dans les comics, c'est juste un gros craquito et j'ai vraiment envie de le voir à l'action. Je suis quand même assez étonné, moi, de voir comment le monde quantique est représenté. Parce qu'on l'avait plus ou moins vu dans les précédents films. Ouais. Bon, là, on voit vraiment que c'est bien plus profond que ce qu'on pense. Donc, je suis quand même assez curieux de voir ce que ça peut donner. J'espère vraiment que ça va redonner du souffle à Marvel. C'est le seul souhait que j'ai.
En fait, j'y vais sans attente. Juste, je suis en mode, faites-nous un truc bien, que ça relance un peu ma hype, parce que là... Loki, y a plus rien. c'était la phase 4 Ouais. Oui. C'était bien, Loki. Ouais, Oui, ouais. c'est bien. T'as un autre truc dans la phase 4 qui était bien ou... Loki, WandaVision. ouais. Alors, on va Bah, pas si. refaire le débat Non, dessus. mais, On est en bref. Mais Mais peut-être qu'il y a eu moins de moments marquants au cinéma. Ouais. Mais là, Alors, on va- au ciné, vraiment, Voilà, c'était- c'est peut-être ça. J'ai pas tout vu, mais. En tout cas, ce nouvel Ant-Man est prévu pour le 15 février 2023 et entre autres nouvelles entrées dans le MCU, il y a Bill Murray dedans. Oui. Figurez-vous. Ouais. Qui vient prendre son petit chèque. Exactement. Qui a Exactement. répondu à son fameux répondeur qui lui sert d'argent. Il s'est dit ça. allez, l'argent. Autre bande-annonce, elle est beaucoup plus proche de nous, puisqu'il s'agit d'un personnage français. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ah, il y a une nouvelle bande-annonce Oui, Nouvelle même avec bande-annonce. ça, tout à l'heure. Ah, Avec ok. je suis Jules César. Je suis Jules César, ouais. Si, il vient de Et faire ça. si, il y a je suis Jules Jules César, César. c'est Sérieux Vincent Cassel. Hein. J'ai un peu envie oui, de Moumou quand même. Hein. Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Vincent Cassel, donc Marion Cotillard, Zlatan Ibrahimovic. McFly, Carlito, Big Flo et Oli. Ouais, et pas mal de monde. Et notre ami Ted Oh, aussi qui Jonathan. est dedans. Ah ouais. Qu'est-ce que voilà, je sais pas si vous avez vu de cette bande-annonce. La première était vraiment une note d'intention. Là, on a un peu plus de. On essaie peut-être d'expliquer un peu de scénario. Quel scénario? On essaye, hein, j'ai dit. Il y a le mot essai. Après, c'est compliqué de juger le scénario sur une bande-annonce aussi. Hein. Enfin, Ça. c'est sûr, mais. Ok. Commandeur, Jérôme Commandeur, moi, Ouais, me fait alors, rire, honnêtement, donc, Gilles Lelouch, pas si mal en Obélix finalement. Non, vraiment ok. C'est Je m'attendais à la pire. parce pour qu'ils être veulent Il y a plus choquer. Orelsan, Angèle, ah Ouais. bon Ouais. ouais. Ah oui, Ils ont- il y a- tout le monde. il y a beaucoup de monde. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un œil Ok. après l'émission. Dernière Ouais. news. Voilà, Henry Cavill qui annonce son retour dans Ah la oui. peau de Man of Steel. Alors ça- on est content, on n'est pas content. Au moins, Henry Cavill, il pourrait me faire des pattes, je serais contente. Enfin, il n'y a pas trop de Il a- soucis. Hein. C'est pas. Non, Il a je veux annoncé dire, ça sur Instagram hier, suite à son... Oui, alors voilà, c'était un secret un peu de polichinelle, hein, comme on disait autrefois, puisque... il allait revenir. Qu'il allait revenir. Ah Là, oui. il l'a juste officialisé un petit peu partout. Voilà, il a été accueilli par Dwayne Johnson qui lui a répondu en mode Bah tiens. Welcome back, welcome home. Voilà. Welcome to the box office, blague à dame. C'est pour vous, c'est une bonne nouvelle. On s'en fout. Bah, moi, je suis contente, Ouais, mais pour lui, mais pour lui. pour Henry Cavill. Moi, je m'en Toi, moins. contrefiche. Même si je serais curieuse de voir sa nouvelle itération de Superman. Mais je suis plus contente pour lui parce que je sentais que c'était l'un des seuls vraiment investis dans l'univers d'ici au cinéma, qui était vraiment, tu sentais, enfin, un truc un peu gamin, mais très content d'enfiler vraiment le costume de Superman, à qui on n'a pas fait beaucoup de cadeaux finalement. C'est vraiment dommage parce qu'il avait le potentiel pour avoir de faire une super représentation de Superman, et on lui a pas laissé l'occasion de démontrer tout ça, parce que les films étaient soit très bien, soit bif bof. Mais je suis contente pour lui, en fait, qu'il ait un peu sa revanche et qu'il puisse reprendre le costume C'est comme un il acteur l'entend. qui est assez passionné en plus Mhm. quand il fait ses rôles et qui s'investit. Donc c'est vrai que le côté enfant, comme tu dis, il le montre aussi, bah, même sur son Insta justement, ce genre de choses. Donc c'est chouette pour lui. Voilà, Superman donc qui revient, enfin Henry Cavill qui revient en Superman plutôt. Oui. Dans Pas Superman qui revient en Henry Cavill. Qui est un tout autre film, mais pourquoi pas. Mais en vrai, ça sera un bon pitch. c'est comme ça que se terminent les news pour aujourd'hui. Plus d'infos évidemment dans la rubrique news de allociné.fr. En attendant, maintenant c'est l'heure de la bagarre, puisqu'on va passer au côté sur côté. « 10 minutes tout pile ». Attention, je regarde, il est 17h03 à 13, je vous couperai la parole whatsoever. On est là pour s'écharper dans la bonne humeur, bien sûr, Bon, pour savoir si ce Daniel Craig en James Bond, il est coté ou il est surcoté? Il mérite ce succès ou pas? Déjà, on va se répartir dans des camps. Megan, t'es plutôt dans la team, il mérite son succès ou il est surcoté, Daniel Craig en James Bond? Non, il est coté. Donc, il mérite son succès. Pour Ouais. toi, c'est coté. Ouais. Juliana? bah, pour moi, il mérite son succès, mais pour mon James Bond à moi, il est un peu sous-coté. Surcoté. Ma vision. Sous-coté. Surcoté, pardon. Surcoté. Surcoté.
Ok. Ma vision de James Bond. On va y revenir. Hein. Je rappelle que si on parle de ça, c'est parce que ce sont les 10 ans de Skyfall et que Daniel Craig a eu la même décoration que son personnage de James Bond. Donc, il est compagnon de l'ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges. Ça claque quand même sur le CV. Tu mets ça sur ta carte de visite, c'est tout carré. Mélanie, vite fait, juste pour qu'on se répartisse dans les camps. Il est coté. Côté, donc mérité, c'est cool, tout ça. Bitel. Du coup, je vais dire surcoté parce que sinon c'est du 3v1. Donc, tu mets comme tu veux. Hein, Non, moi, en vrai, t'inquiète. En fait, j'avoue que moi, c'est un peu le James Bond de mon enfance. C'est avec lui où j'ai vraiment vu des films James Bond au grand écran. Donc, pour moi, c'est côté de fou, quoi. Il est trop bien dans ce rôle. Et je rappelle qu'un sondage est en cours sur le chat. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez que Daniel Craig est un bon James Bond et qu'il mérite ce succès, ou si c'est un petit peu trop surcoté, que c'est pas James Bond. Alors, si c'est pas ton James Bond, Juliana, pourquoi quand où? Non, mais alors, moi, mon James Bond de mon enfance, c'est Pierce Brosnan. Donc, mais je reviens quand même d'un endroit. Qui est très, très en réalité, c'est pas tant que je trouve qu'il est surcoté en tant que James Bond, c'est que ma vision du personnage avec laquelle j'ai grandi, évolué dans l'évolution des films James Bond, de Sean Connery, en passant par Roger Moore, mais en arrivant à Pierce Brosnan, c'est que pour moi, James Bond doit être quelqu'un qui est un peu dans la finesse, dans le charme, dans le flegme, dans l'humour. Et je trouve que ce James Bond, qui, je pense, est un bon James Bond, mais pas pour moi, une fois de plus, ressemble plus à un agent du KGB, très premier degré, un peu frontal, un peu en force, voilà. Un peu bourrin. Là où, pour moi, ce que devrait être James Bond, c'est quelqu'un qui t'emporte, quoi, qui t'es avec lui, tu ris, tu le trouves classe, il y a des trucs qui sont un peu absurdes dans ses gadgets, c'est marrant, etc. Donc, c'est pas tant que je trouve que c'est un mauvais James Bond, c'est que moi, c'est un peu trop premier degré pour moi et trop, on va dire, bourrin un peu dans sa façon d'agir. Après, c'est aussi ce que doit être un James Bond et c'est pour ça que, une fois de plus, je mets de la nuance. Je ne suis pas contre Daniel Craig, que j'aime beaucoup, mais pour moi, je vois vraiment un espèce de mec un peu monolithique, très torturé, et c'est une partie du traitement de l'histoire de James Bond qu'on peut entendre, parce que vu ce qu'il a vécu, c'est tout à fait acceptable pour moi que le personnage réagisse comme ça, mais c'est pas le James Bond devant lequel je prends le plus de plaisir. Je ris pas assez, même si ça doit pas être poète, comédie et tout ça, mais il manque un flegme aussi, peut-être. Il me manque quelque chose. Le rire, effectivement. Après, il est très beau, ça marche très bien, il porte très très bien le costume, etc. Mais je crois qu'il me manque une dose de fun qui fait quand même partie des James Bond, que ça soit dans l'humour, les gadgets. Alors bon, il vit des choses très sombres au début de son histoire, entre guillemets. Je ne spoilerai pas, puisqu'il y a des gens qui ne l'ont peut-être pas vu. 5 films, voilà. On rappelle. Mais en l'occurrence, je ris pas assez, je pense. Je suis pas assez détendue, quoi. Et il manque le côté très espionnage fun, en fait, avec l'interprétation de Daniel Craig. C'est vrai que moi aussi j'ai grandi avec Pierce Brosnan et forcément c'est mon James Bond aussi à moi. Daniel Craig c'est pas mon James Bond, mais je trouve qu'il s'en est pris un peu plein la tronche aussi au début et je trouve qu'il a réussi à faire changer d'avis les gens qui étaient réfractaires à son casting. Parce que c'est vrai que c'est pas, quand tu vois Daniel Craig, t'as pas l'image de James Bond en fait, t'as pas cette image-là. Effectivement, un peu de ce flegme, ce charisme britannique. Pierce Brosnan, vraiment, Brosnan, oui, très charmeur, très brun aussi, très malicieux, etc. Et c'est vrai que Daniel Craig est un peu plus bourrin. Et il a un peu bahut des épaules aussi, un peu plus. Mais en fait, c'est sans qu'il va le James Bond de Daniel Craig, j'ai appris à l'aimer. Oui, je comprends. J'ai appris à l'aimer. Je me suis dit, en fait, c'est pas inintéressant comme parti pris, c'est pas inintéressant comme interprétation. Je trouve que c'est bien aussi que ça change un petit peu. Il y avait eu un peu le même débat aussi quand Robert Pattinson avait été choisi en Batman. Après l'interprétation de Christian Bale et puis tous les Batman qu'il y a eu avant, c'est toujours un peu la même chose. Dès qu'il y a un nouveau, c'est tout de suite non, et puis après on dit finalement il s'en tire pas trop mal quand même. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec Daniel Craig. Donc effectivement, il coche pas toutes les cases du James Bond comme on se l'entend. Comme on a pu le voir dans les films des années 90 ou dans les jeux vidéo qui ont suivi. Mais je trouve qu'il s'en sort pas trop mal quand même. Il apporte quelque chose de plus tragique, je trouve, à ce James Bond, pardon. Mais je trouve que il a réussi à être coté. Non, mais voilà. Et vous voyez par la nuance, son cheminement, par la nuance arrivante. Après, c'est le seul qui a un arc
Vraiment. Complètement. Oui, c'est bah ça, oui. parce que C'est vrai, à il y a chaque une fois, vraie narration. C'est pas un arc comme ça. Non, mais... Parce que dans tous les James Bond, bon, il y en a qui sont revenus, qui ont été assez récurrents, Sean Connery, Pierce Brosnan, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément un énorme background à chaque fois. Moi, je suis d'accord sur Pierce Brosnan. Pour moi, physiquement, c'est James Bond. Après, dans la malice, plutôt Sean Connery pour moi. J'aime bien son côté très charmeur. Moi, j'aime beaucoup le sourire de Sean Connery. C'est ça, et surtout quand il est avec son petit peignoir bleu éponge. Avec son cocktail à la main. Ah, j'adore. Bonjour, madame. Mais c'est vrai que moi, le premier James Bond que j'ai vu, c'était Casino Royale. Et je l'ai revu récemment. Et en fait, il y a un truc, quoi. Il y a vraiment un truc, tu dis, ouais, il y a des scènes qui sont emblématiques. Il y a un truc où vraiment le personnage fonctionne très bien. Et donc là, c'est 10 ans de Skyfall. Et alors, je ne l'ai pas revu depuis sa sortie, mais je me souviens qu'il m'avait fait une énorme impression, Skyfall, surtout avec la relation qu'il a avec M, que j'ai trouvée très tendre et très belle. Et en fait, je trouve que Daniel Craig a ramené un peu d'humanité aussi dans le personnage de James Bond, que je trouvais un petit peu moins dans les autres. C'est que vraiment, en fait, il a un cœur au final. Et il n'est pas juste le sauveur mais il a de plus de l'Angleterre. faiblesse, en fait, Oui, mais avec c'est ça. Daniel Craig, clairement. Plus bourrin, mais en même temps plus. Mais vu qu'il vit des choses plus fragile. tragiques aussi C'est au ça. début de son histoire, on est plus en empathie avec lui que quelqu'un qui sera dans le charme. Et il est très très doué pour ça, Daniel Craig. Il a un truc dans le regard aussi, je trouve, qui est très très fort. Pour 74% des gens qui nous regardent, ils méritent. Hein, Oui, mais en vrai, mais c'est un peu il le est mec pas du surcoté. plateau. Après, il faut juste en termes de qualité de film. Les ça, films c'est de autre Daniel chose. Craig sont un peu en dents de scie, mais Oui, il y en a qui sont vraiment des chefs, enfin pas C'est des ça. chefs, mais Skyfall, c'est Skyfall, il est un excellent. grand moment, quoi. C'est solide, quoi. Ouais. Ouais. par rapport à ceux de Brosnan, vous parliez de Brosnan, Ah oui, à part Brosnan, GoldenEye, Ouais. ça traîne la patte hein, quand même. Revoyez-les. Hein, Eh oui. Question, est-ce que avec ce Daniel Craig, on n'a pas essayé de faire aussi comment dire Le monde ne suffit pas quand même. Ah, bah C'était non. marrant. Oui, non. Ah, bah, c'est- si. oh. Ouais, alors, Ah, c'était si. marrant. C'est celui avec Denise Bah oui. Denise Richard. Non, celui avec Halle Berry. Non. Non, alors Halle Berry, c'est Demain ne... Attends. c'est, Demain ne meurt jamais. Demain ne meurt jamais. Ouais. Moi, j'aime bien Demain ne meurt Non. jamais. Attends, Demain ne meurt Meurt un jamais. autre jour. Attends, Ok. Meurt un autre jour. Oui, Meurt un maintenant il autre s'appelle jour. juste pareil. Je- Mais je- oui, c'est vrai qu'ils sont tous Pardon, appelés. c'est ma faute, je me trompe entre les Le chrono tourne, hein. Moi, j'aime celui avec Halle Pardon. Berry sur l'île. Désolée pour cette- il y a- Moi, j'avoue que je préfère Casino Royale. Non, Mais- non. Ouais, moi Mais aussi. GoldenEye, chef-d'œuvre. Mais GoldenEye, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et le jeu était chouette. Et le jeu était très chouette, par contre. Le jeu était très bien. Question juste, est-ce que avec Daniel Craig, on n'a pas essayé aussi de faire de James Bond un nouveau Ethan Hunt de Mission Oui, Impossible Bah si. Complètement. Oui, carrément. Plutôt que de créer une différence, on a essayé d'aller dans le même. Bah, en donnant cet arc narratif, clairement. Oui. Je pense que c'est clairement le Némésis qu'il avait en. Mais aussi en lui offrant une bande. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus cet effet de bande dans les derniers. Enfin, après, Génial. ouais, enfin, il y a ce truc aussi de renouvellement de comédiens, mais de personnages aussi. Il a eu besoin d'être entouré, le pauvre. Il a vécu des choses compliquées, donc. Mais Du coup, il court. du coup, il court. Ouais. Il court. Ça, il vide la tête. Voilà. Ça court tout le temps. Il fait tous les vraiment. toits du monde entier. Voilà. Mais il y a des scènes qui sont hyper marquantes aussi dans ce James Bond là. Enfin, cette ouverture. Alors, je vais pas me risquer à redonner un titre. J'ai tellement peur de me planter maintenant, mais de Carnaval. Je ne sais pas si vous vous souvenez à la Oui, Nouvelle-Orléans. Spectre. Ah, Spectre. oui, non, Spectre, c'est ouais, ça. Ouais, c'est l'intro de Et Spectre. il y a des scènes en fait Ouais. qui moi me marquent et Oui. me travaillent encore quoi. Enfin, Alors que l'histoire n'est pas très marquante, je trouve, mais Non. c'est par scène surtout. Bah ouais, ouais. Bah, les intros, de toute façon, et les génériques, Ouais. tous les James Bond étaient bons, mais Skyfall, faut aussi dire que Ouais, c'est porté par une voix c'est incroyable porté, aussi. et vraiment, en fait, je pense qu'on se souviendra aussi de Skyfall parce que dès qu'on dit Skyfall, on entend Adele en Adele, fond. ouais. Et en vrai, il y a aussi ça qui est attachant, c'est que ça a vraiment créé un truc autour du personnage et on l'a Billie aimé Eilish aussi pour aussi. ça. Avec Billie Eilish aussi. Mm. C'est vrai, elle est c'est vrai que la excellente, musique cette C'était super. c'était une Oui, vraie c'est vrai. musique de fou. ouais. C'est vrai. Mais ça serait bien qu'il sourie peut-être un peu. Et les peaux quand il Voilà. sourit en plus. C'est compliqué. Qui se descendent un peu. C'est James Bond, Qui il a des s'étire fêlures. quoi. Ouais. C'est C'est- Un pas homme beaucoup, qui a des pas au point faiblesses. d'en faire un cartoon, hein, mais juste parfois genre. On arrive à la fin de ce côté sur côté. Au final, on est tous d'accord, je pense quand même, Oui. pour dire que Oui. Daniel Craig a fait quand même un super boulot. Et les réalisateurs aussi qui l'ont entouré. Il y en a eu plusieurs. Moi, j'aime bien le fait de se dire on va faire d'un chien fou le James Bond que vous connaissez, ou presque. Mm. J'aime bien cette construction, même si, comme je le disais, il y a des films qui sont quand même très inégaux, Ouais. les uns avec les autres. Mais au milieu, il y a Skyfall, il y a Casino Royale. Ouais. Enfin, Casino Royale, moi. Ding, ding, ding.
Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire maintenant, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont en faire maintenant? Ah, Ce bah, sera l'objet d'un prochain débat. Très bien. Sans Dommage doute. que Idriss Elba n'ait pas été pris. Qui va prendre la oui. relève? En attendant, merci pour votre Mais participation à ce côté sur côté. On lance tout de suite le dossier de la semaine, Ah ouais. notre débrief de House of the Dragon. Pour le coup, garanti Ouais. 100% spoiler, lui. Première des questions. Petite note sur 10 sur cette série. Combien vous lui mettriez, Mégane? Tiens. On sait Tu commences toujours par moi. Non, mais parce que t'es à la place Je suis pas loin. de Michel. Oui. Note sur 10. J'ai envie de mettre un bon 9. Un bon 9. Ouais. Un Ouais. bon 9 sur 10. Ouais. Juliana, donc tu disais tout à l'heure, tu es passée par toutes les couleurs. Ah ouais, moi ça a été ultra vallonné. Il y a des moments où j'aurais pu mettre des notes très très basses et en même temps des moments où j'ai fait ça c'est pas mal. Et vraiment, la semaine dernière j'ai mis un 7 à Ring of Power et là je mettrais un 6. Donc tu es un peu en dessous de Ring of Je sais Power. que je vais m'attirer des ennemis, mais une fois de plus, mon avis n'implique que moi. Vous T'as n'êtes le pas droit obligé de le t'as le droit de partager. Non, Et mais écoute, je suis très heureuse de. Voilà. Mélanie, On va tirer la chance, un 7,77777. En vrai, c'est quasiment un 8. entre 7 et Il y 8. a des petites choses qui l'ont un petit peu redescendu, dont l'épisode 1, qui l'a beaucoup redescendu. Mais j'ai globalement, moi pour le coup, préféré malheureusement Ring of Power, alors que j'espérais l'inverse. Donc plutôt 7, entre 7 et 8. Bitel, Moi, c'est un 8,5. un 8,5. Donc on se Je suis trop rapproche généreuse en fait. du score de Mégane. Oups. Moi, je dois être un bon 8. Hein, Ouais, voilà. vraiment. Voilà, On est sur une bonne moyenne quand même là. J'avais Je vais être le poil à gratter de cette conversation. En fait, je le sens. En fait, je pense que je suis très généreuse parce que je suis encore dans l'euphorie Oui. du final et parce qu'en fait, j'en attendais tellement rien de cette Non, de mais ce je suis spin-off. totalement comme toi, j'en attendais J'en rien. non plus. attendais rien du tout après la déroute de la saison 8 de GOT. J'en attendais tellement rien. Et en fait, la hype est revenue quand j'ai vu la dernière bande-annonce qui était sortie avant cet été de la série, de la saison 1. Et en fait, j'ai été agréablement surprise par la série. Donc c'est pour ça que je suis très enthousiaste. Mais Je comprends. voilà, si je devais un peu plus nuancer mon propos, je mettrais un bon 8. Voilà. Juste pour resituer un petit peu, House of the Dragon, donc le spin-off de Game of Thrones, qui s'est terminé il y a 3-4 ans. Une série Après préquelle. 8 saisons, c'est une préquelle, ça se passe une centaine d'années avant. Et on nous explique comment, pourquoi la famille régnante Targaryen a plus ou moins disparu, ou en tout cas a perdu de sa superbe, avant les événements du Trône de Fer. Tu mets C'est combien très- toi Je dis 8. 8 Ouais, moi je mets un bon 8. 8 Pour élément de comparaison, j'avais mis 5 à Ring of Power la semaine dernière. Ah oui, ouais, alors t'as ça, été- je ne peux pas juger, je n'ai pas. Non mais voilà, c'est juste pour que... T'as mis 5 à Ring of Power. Ouais. Ah ouais. Ça m'a fait mal, hein. Ah ouais, ça peut te faire très mal. Mais je suis honnête avec moi-même. Mais là, on parle aujourd'hui de House of the Dragon. Du coup, première chose sur laquelle j'ai envie de vous interroger, ces ellipses. Parce qu'il y a des sauts dans le temps. Ah oui. Ah, tu Entre rentres les- direct dans le sujet. Ah ouais. dans le Ouais, sujet, ouais. Entre les épisodes, voilà, il y a des sauts de plusieurs années. On change d'acteur et d'actrice. Alors, Oui. qu'est-ce qu'on en pense, Mélanie? Bah, vraiment, moi, en fait, c'est autant ce que j'ai adoré que ce qui m'a fait ne pas mettre un 8, on va dire. Moi, j'ai trouvé... Au début, comme tout le monde, je pense, j'étais ultra dubitative de me dire « Ouh, ça va potentiellement faire mal ». Puis j'ai vu les castings, je me suis dit « Ok, ça marche extrêmement bien ». Ce qui sont ultra bien castés, vraiment. Rhaenyra et Alicent, déjà jeunes, étaient exceptionnels. Adultes sont dinguissimes. Adulte, c'est une claque. C'est un truc de fou. Vraiment. Et vraiment, j'ai trouvé ça absolument... Ça marchait très bien. Et en fait, justement, on ne stagnait pas sur l'histoire. Mais par contre, moi, ça m'a fait un petit point. Alors, je commence avec du négatif pour après, on va dire le positif. C'est que pourquoi certains personnages, eux, n'ont pas eu le droit à des changements d'acteurs. Personnellement, ça m'a dérangé qu'on ait donc une Rhaenyra à 16 ans, on va dire, qui après grandit et donc elle arrive vers ses 35 ans. Par contre, Daemon, Matt Smith, j'adore, mais il reste tout le temps le même et il ne vieillit pas. Alors, dans le dernier il change de épisode, coupe de cheveux, Il hein, change quand de même. coupe de hein. cheveux, ouais. dans le dernier épisode, ils lui ont mis des fausses rides. Ouais. Ouais, alors vraiment... Et je fais l'avocat du oui, diable. mais c'est pas dingue, Après, il je faut peut-être trouve. remonter un peu les contrastes parce que vu que tout se passe dans le noir, Voilà, en plus, on les voit pas très Et bien. excuse-moi, mais Ça, c'est vrai, par contre. pire perso pour ça, c'est Sir Kristen Cole.
qui reste le même tout du long, alors qu'il se passe quand même 20 ans et il change pas. Il prend pas il une prend ride. rien. C'est Keanu Reeves en fait. Et le en gars. fait, le Ah, truc, mais de c'est que je trouvais ça un peu dommage parce que j'ai l'impression, j'ai un peu comparé, c'est que les personnages féminins, on les a fait évoluer, enfin, on a changé d'actrice, alors que les personnages masculins, l'un beaucoup moins. Le roi aussi n'a pas changé. Si, un peu quand même. Oui, il a ouais. pas changé. Il a pris un peu cher quand même. Effectivement. Puis série, Ils je n'ont pense pas que c'est changé quand même l'une des plus belles. Mais c'était transformations. c'était une des meilleures transformations, je suis tout à fait d'accord. On peut Mais pas dire un glow-up, mais. c'est- On peut pas le dire. On peut vraiment pas le dire. Mais c'est juste que, effectivement, c'est juste dans le sens de changer d'acteur où là, il n'y a pas eu énormément de changements. Et je trouvais ça un peu dommage que ça reste que sur les personnages féminins, alors que moi, j'aurais voulu voir le personnage de Damon, genre plus jeune. Surtout que, je finis juste là-dessus, c'est que au début, quand il se tape sa nièce, on est tous là genre ah c'est chelou parce qu'il y a quand même un souci vu qu'elle est mineure. Et puis en fait plus tard vu qu'il change pas, tu dis mais en fait il y a quand même un gros changement, enfin un gros écart d'âge et là plus personne n'est choqué. À Moi, 44%, excuse-moi, vous êtes sur vivement la saison 2. Voilà, Alors- si vous nous regardez. Il y avait Exceptionnel, je crois, qui était au-dessus en possibilité, qui était à 35%. C'est pas mal. Tout le reste, c'est mitigé ou bof. Voilà, Mm. pour vous donner un ordre d'idée. Par rapport aux gens qui nous regardent. Tu voulais dire quoi, Julien ? Non, j'allais enchaîner parce qu'en fait, on parle justement de ce sujet qui est cet inceste des Targaryens et qui, moi, a été une des raisons qui m'ont dérangé dans la série, en fait, qui font que je n'ai pas réussi à rentrer comme je voudrais dans la série. C'est que j'ai trouvé qu'il y avait un problème de mise en scène pour cette partie-là. Je trouve que c'est vraiment pas clair et même en termes de psychologie de personnage, je me suis sentie un peu perdue sur que voulaient les persos. Enfin, je trouve que, pour être vraiment transparente, je trouve que je ne comprends pas ce qu'ils essaient de faire avec cette scène-là et la façon dont elle est présentée. Et je suis dérangée par la façon dont c'est amené après comme une romance. Alors, heureusement, dans le dernier épisode, on peut spoiler et tout, dans le dernier épisode, la réalité reprend, il y a quelque chose de très réaliste qui se passe et là, on comprend qu'on n'est pas dans une romance, justement. Mais je trouve qu'il y a un espèce de flou qui est maintenu sur la saison et qui, moi, me dérange parce que c'est quand même une relation incestueuse avec mineur. Enfin, genre... Bref, les Targaryens, c'est comme ça, c'est chez eux, j'entends. Enfin, il n'y a pas de souci dans l'histoire. Petit warning pour moi sur ce traitement qui fait que j'avais du mal à comprendre les personnages. Et pas que pour ça, j'ai eu beaucoup de mal à saisir la psychologie. Et peut-être que les ellipses y ont fait quelque chose. C'est que il y avait des moments où je ne sentais pas ce que les persos, où les persos voulaient aller ou ce qu'ils voulaient faire. Peut-être que c'est laissé un petit peu aussi flou pour créer du suspense et pour créer de l'enjeu sur quelles sont les machinations qui vont avoir lieu, etc. et tout ça. Mais moi, ça a été une des barrières qui m'a empêchée d'être complètement dans la série et de l'apprécier. Enfin, en tout cas, c'est avec ma sensibilité, c'est ce que j'ai ressenti en la regardant. Du coup, l'inceste Lannister ne t'a pas dérangé? Alors, l'inceste Lannister m'a dérangé en termes d'inceste, mais pour moi, c'est deux adultes bien sûr. consentants. Il y a pas dans la façon dont c'est amené, tu vois, ça je veux dire. Ben, en fait, c'est deux adultes pour moi qui ont été élevés comme ça et qui font ça. Et c'est surtout il y a pas d'abus pour moi là-dedans. Il y a une espèce de consentement partagé qu'il a avec une enfant elle a 14 ans. Et elle en a 16-17 à ce moment-là. En tout cas, ça m'a dérangé. Au-delà de ça, j'ai eu du mal à lire donc les psychologies de personnages, mais finalement, comme quoi, j'avais quand même envie de continuer cette série pour voir où ça allait m'emmener, et j'ai quand même été attachée. J'avais beaucoup de mal à m'attacher aux persos parce que je les trouvais plus infects les uns que les autres. Viserys qui quand même tue clairement sa femme dans l'épisode 1 et après être en empathie avec quelqu'un, pour moi ça a été très compliqué, même si j'entends que c'est un personnage bien construit, qui a des enjeux, qui essaie de mener à bien en tout cas ce qu'il pense être la juste voie, mais j'ai eu du mal à être avec lui. Ce qui m'a vraiment retenu et ce qui m'a racheté la série à la fin, c'est Rhaenys, qui pour moi est donc la tante qui est pour moi un des meilleurs persos de la série. Elle aurait dû être la reine. Et Rhaenerys, qui, du coup, dans toute son arche, pour moi, devient quelque part aussi un perso ultra fort, ultra badass. Mais je crois que ça m'a fait du mal de voir souffrir ces persos féminins autant tout au long de la saison. Et ça, pour ma sensibilité personnelle, c'était peut-être un cran trop au-dessus de ce que ça pouvait être. Et après, une fois de plus, je comprends qu'il y ait des gens qui adorent et qui voilà. Mais moi, c'est pour ça que
peut-être que c'était un peu trop pour moi. Toutes ces scènes d'accouchement très douloureux. C'est important de montrer ça. Le dernier épisode était très violent là-dessus. C'était assez très visuel. Hein. Mais justement, c'est aussi très rare de voir dans le premier épisode, t'as une césarienne. Dans le dernier, t'as un accouchement qui finit très mal. T'as tout dedans. C'est là aussi où je trouve que par contre l'écriture des personnages féminins est vraiment bien parce que justement moi j'ai adoré le moment où t'as Rhaenyra qui est en train d'accoucher et qui donne des ordres et tu dis elle est trop forte. C'est que comme quoi vraiment c'est la reine parce que c'est un personnage féminin qui est fort et qui arrive à mener à bout. Et j'avoue que j'avais un petit peu peur quand même de ça, et même s'il y a beaucoup de choses qui vont pas du tout sur le traitement des personnages féminins, il y en a quand même qui sont bien écrites. Bon, effectivement, comme tu dis, la tante qui est... moi, c'est ma reine, quoi. Je la voulais qu'elle devienne reine tellement elle est géniale. Mais c'est pour ça que tout n'est pas noir ou blanc. Moi, je trouve que c'est vraiment une série intéressante. Et, pour le coup, j'aime beaucoup l'univers de Game of Thrones. C'est aussi pour ça que j'ai continué à regarder. Et je vais pas vous mentir, je regarderai la saison 2. Il y a pas de souci. Mais juste, je sais où sont mes limites et peut-être que parfois... voilà. Et j'ai adoré les dragons dans le dernier épisode, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. J'avais pas du tout la notion d'échelle de ces dragons et j'ai trouvé que c'était assez réussi. Ah ouais, non, il est gigantesque. Ça faisait très film d'horreur en fait. Ouais. Mais même la façon dont il est présenté. La façon dont c'était présenté, c'était malin. C'était vraiment il est au-dessus, il est derrière. Ça fait vraiment très film d'horreur. Le moment où tu vois les éclairs et tout, et là tu vois l'ombre au-dessus. Tu fais... Oh là là. Ah, c'est costaud, c'est gros. Mégane, ce sujet-là, on en a parlé dans le podcast aussi. Toi, ton sentiment là-dessus, pour terminer sur le sujet? Sur le sujet de l'inceste? Ouais, oui. de la gestion des relations incestueuses des Targaryennes. Oui, la relation incestueuse, pour moi, c'est monnaie courante chez les Targaryens. Donc, effectivement, dans la fiction qui est House of the Dragon, ça ne me choque pas. Puisqu'on a déjà été habitué entre guillemets dans Game of Thrones avec les Lannister et avec Jon Snow et Daenerys, rappelons-nous aussi. Oui, c'est vrai. Et oui, c'était sa tante. Voilà. Mais en fait, je comprends totalement ce que tu veux dire. Effectivement, en termes de sensibilité, ce que subissent les personnages féminins est innommable, vraiment affreux. Elles subissent énormément de choses, autant d'agression que de rabaissement, que ce soit Alicent ou Rhaenyra. Mais en fait, j'ai parfois l'impression que c'est quand même nécessaire de construire des personnages féminins, surtout dans une époque qui est aussi ancienne que celle que veut raconter House of the Dragon et Game of Thrones dans son ensemble. C'est qu'elles se construisent face aux hommes. Et en fait, c'est cette construction-là qui est intéressante parce que même si on veut les mettre en opposition dans la série, elles se construisent finalement ensemble. Ouais. Elles se construisent dans leur confrontation, mais aussi dans leur ressemblance. Et on le voit souvent quand elles se retrouvent, quand elles se confrontent. C'est extrêmement bien écrit à ce moment-là. C'est super bien joué aussi. Emma Darcy et Olivia Cooke sont vraiment superbes. Même aussi Millie Alcock et Emily Carré ont fait un super job quand elles étaient plus jeunes. Mais moi, c'est cette construction-là en miroir d'Alicent et Rhaenyra que je trouve très intéressante. Évidemment, elles en chient, pardon. Elles subissent des choses affreuses, mais elles en font une certaine force et elles se construisent face à l'autre, contre l'autre et l'une avec l'autre. Et c'est cette construction-là que moi je trouve très intéressante. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, effectivement, c'est très dur parfois à regarder certaines scènes, ce qu'elles peuvent subir et ce qui se passe. Que ce soit elle ou d'autres personnages féminins. Mais la construction est vraiment très intéressante. Moi, ce qui me peine un peu plus, c'est qu'on prenne moins de temps pour les personnages secondaires. J'aurais aimé voir un peu plus de Lénore, j'aurais aimé voir un peu plus les filles de Daemon et la relation. En fait, il y a plein de scènes. On a découvert sur les réseaux qu'il y a plein de scènes qui ont été coupées, des scènes qui auraient pu être super intéressantes. Le mariage d'Alicent avec Viserys. La scène où Daemon réconforte ses filles après la mort de sa deuxième épouse. Après la mort de Lena. En fait, c'est dommage. Moi, c'est plus les scènes coupées qui auraient pu apporter encore plus de psychologie, encore plus d'émotion et de nuances. Je pense à ces personnages-là. Après, les ellipses, au début, j'avais peur d'être perdue et d'être dérangée. C'est un peu déroutant au début. Mais je pense qu'en fait, s'ils ne l'avaient pas fait,
ils auraient eu plein de critiques, genre Ouais. c'est trop lent, quand Ouais, est-ce qu'ils 100%. arrivent les dragons 100%. Quand est-ce que ça commence la danse des dragons Et Je puis, pense que j'avoue- ce serait pris ça à la tronche. Que Alicent, Donc bon, Mais alors justement, tu le faisais remarquer, Mélanie, le choix des actrices qui remplacent leur moi adolescent into leur moi adulte, il y a une vraie ressemblance C'est dingue. et dans le jeu et dans le choix des actrices. ça c'est dingue, hein, le casting. C'est vraiment c'est incroyable. balèze. Je suis beaucoup moins emporté par les choix qui sont faits pour tous les enfants. C'est-à-dire que les enfants et les enfants ados-adultes, la génération d'après, par exemple, Aemund, là, celui qui a son Ouais. Albator, Ouais. là, qui a Ouais. son œil. Et moi, j'avoue, il me terrifie, ce Mais mec. il est génial, cet acteur, non, mais non il est très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il Ouais. ne ressemble pas du Pas tout, du je tout. trouve, Non. à Ouais, sa pas version du tout. enfant. Ah, Alors que c'est vrai qu'entre Moi, ça m'a Alicent pas- et ça m'a pas Rhaenyra, choqué, j'ai moi. trouvé ça ultra bien foutu. Ouais, voilà, moi, c'est parce qu'il a des traits un peu plus fins de visage, il a une bouche beaucoup plus fine C'est que vrai. l'enfant qui Même le le joue nez. et tout, mais Même ouais, le le nez. nez. même il y a un même truc, Aegon, ils ont eu 3 acteurs pour faire Aegon, et je trouve vraiment qu'il n'y a pas de. Et ça, Oui, c'est vrai. Je trouve pas que le même soin a été apporté en dehors des 2 personnages principaux féminins. Mais sachant peut-être- qu'il- Non, pardon. Ah. Moi, j'allais dire peut-être qu'on a priorisé une histoire de jeu et plutôt qu'une histoire de ressemblance sûr. aussi au casting, ce qui est. Enfin, moi, en tout cas, moi, ça va. Le cache-œil, ça m'a plutôt. C'était assez. Oui. C'était assez- Attention, un bon moyen mémotechnique. Ce mec-là, c'est un méchant. Ah oui, ok. Bon, je l'aurais pas deviné. Mais au-delà de ça, ce que tu dis sur les scènes coupées, moi je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que c'est peut-être ce qui m'a. Il y a peut-être des marches et des petites morceaux nuances, d'échelle ouais. qui m'ont manqué à certains moments qui fait que ça m'aurait peut-être beaucoup plu. Et il y a un autre truc, c'est que ce que j'ai adoré dans Game of Thrones, c'est que. En fait, tu avais plein de familles différentes que tu pouvais suivre. Et forcément, il y en avait une qui pouvait moins t'intéresser que d'autres. Tu te rattrapais toujours, même si tout était plus ou moins connecté. Tu pouvais kiffer les Stark ou les Lannister et en même temps en avoir rien à foutre d'une autre maison ou j'en sais rien. Bah oui, mais là ça s'appelle House of the Dragon. Je sais Oui, bien, c'est vrai je que sais c'est bien. un peu- c'est un peu Je le sais but, bien, quoi, mais mais- du coup... Non, mais... Spoiler c'est- alert, en saison 2, t'auras du monde. Hein. Oui, c'est Ah pour oui, ça. par contre, oui, là, Mais ça va tartiner, là. je me suis doutée avec ce qui se passe dans le dernier épisode, mais du coup, j'ai été un peu genre... D'accord. Donc oui, très bien, on va rester avec eux et c'est une bonne chose, mais peut-être que ça serait bien d'avoir d'autres personnages secondaires qui soient plus ou moins développés. justement- on va les mais ça voir, va arriver, mais ça ouais. va arriver. Je pense, Je suis trop mais ils installaient, je pense aussi. Oui, ils installent, ouais. Faut Et pas moi- oublier ouais, que c'est une première saison et qu'ils Oui. sont vraiment allés en mode allez, on la tente, on est vraiment pas sûr que ça Ouais. prenne. Ouais. Je pense qu'ils sont pas, tu sais, ils avaient pas déjà le scénario de la Non, 2 mais bien prévu et ils sont vraiment allés en mode ok, ça fonctionne bien, c'est bon, on re-signe. Mais en fait, le truc, c'est que justement, si on compare rapidement à Ring of Power, c'est que Ring of Power, c'est l'histoire qui était ultra intéressante et qui posait bien les bases pour te mener vers une saison 2 qui, je pense, peut être cool. Mais les personnages, né. Alors que là, les personnages sont super bien écrits et l'histoire, t'es là genre... Bon, ça va peut-être un petit peu vite. J'attends quand même la saison 2 pour essayer de tout comprendre et avoir tout le reste. Mais effectivement, il y a des personnages intéressants. Et moi, justement, je pense que la saison 2, quand à la fin, juste, tu vas porter le message au Stark, je pense que tout le monde était là derrière, genre, oui, à quoi ça va ressembler Winterfell à cette Ouais. époque-là, j'ai trop hâte. Et puis surtout, le début de la chanson de la glace et du feu, donc ça veut dire potentiellement, on va peut-être voir le mur, on va peut-être Oh, c'est quasiment commencer sûr, ouais. à je entendre pense. parler des marcheurs blancs, parce que ça va pas tarder à arriver et tout. Donc je pense qu'effectivement, ils sont en train moi, je suis d'accord que après j'avais un énorme coup de cœur. Moi, c'était Alicent, mon personnage préféré, parce que Ah, moi aussi. j'adore l'actrice. En fait, je suis tombée amoureuse, et c'est vrai que je me suis tellement attachée à eux. Mais quand au dernier épisode, on m'a dit va y avoir d'autres familles, j'étais ok, maintenant j'attends que ça. Je me rends compte que c'est tout ce que j'attendais de la saison pour avoir plus de personnages secondaires et s'intéresser à d'autres intrigues et potentiellement, comme faisait Game of Thrones, d'avoir justement chacun qui allait de son côté et on suivait à chaque fois l'histoire chacun de son côté. Moi, c'est ça qui me manque, parce que sur les 2 derniers épisodes, c'est le premier, l'épisode 8, non là c'était le 9, oui, C'est 9 et 10. c'est 9 et 10, donc le 9, on avait côté Alicent et tout, Côté et là, vert. voilà, et en fait là on avait côté Rhaenyra, et en fait, moi ce que j'adorais dans Game of Thrones, c'est quand ils mélangeaient, qu'il y avait c'est une sorte de chapitrage où il y avait un passage avec un passage avec l'autre. Et De ça, la narration croisée, ouais. exactement, j'espère que saison 2, ils vont plus faire ça, comme ça on suivra un peu toutes les histoires. Et moi en tout cas, je sais que c'est quelque chose que j'avais
adoré dans Game of Thrones et que m'a peut-être Oui, un mais- petit peu manqué là. Oui, mais t'avais assez de matière dans Game of Thrones. Là, on suit Oui, quand non, même mais- une Oui, mais est-ce dynastie. Et moi, je préfère justement que le parti pris soit totalement différent de Game of Oui, Thrones. c'est et qu'on intéressant pour le reste coup, mais- centré vraiment sur cette dynastie. De toute façon, c'est le sujet de la série. Bien sûr, mais qu'on ait Et chaque même si- personnage. Oui, non, mais qu'on les fasse voyager un petit peu. Ouais. Qu'on aille à Winterfell et je ne sais où, bien sûr. Parce que de toute façon, il va falloir qu'ils bagarrer, ramènent de des toute façon, alliés. donc, Ça va être la bien sûr. bagarre. Et voilà. Et donc, on va sortir un peu du château. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, ce que j'aime vraiment dans cette série, c'est le côté vraiment feu de l'amour, quoi. C'est, enfin, j'exagère. J'exagère Non, le trait. mais je vois. J'exagère le trait exprès. C'est pas du tout les feux de l'amour, mais c'est le côté très Oui. soap opéra de la série. Où on suit vraiment des intrigues de château, C'est des vrai, t'as romances, raison. des trahisons, des coups entre frères et sœurs, machin. Enfin, Bah, c'est une vraie série c'est politique une pour vraie le coup. série politique. c'est- Et là, cette saison 1 était pour moi réussie parce qu'elle a bien réussi à poser les bases. Oui. Il y a des petites choses qu'on n'aime pas, ou pour lesquelles on n'est pas trop sensible ou trop sensible justement, ou des petites subtilités qui manquent, un petit rush qui aurait pu être mieux géré, ok. Mais il fallait bien poser les bases parce que sinon, en fait, tout ce qui s'est passé dans la saison 1, ça aurait pu faire un flashback. Oui. Si on, enfin, des Ouais. flashbacks, pardon. Si on commençait directement, boum, je couronne Egon et toi, hop, t'es plus l'héritière. Il n'y aurait pas on avance d'empathie, il n'y aurait vraiment, pas ouais. de rien. Voilà, il Ouais, n'y a ouais. pas de, Tout y a à pas de fait. base, y a rien, voilà. Donc Mais c'était je pense nécessaire que- quand même. C'est hyper intéressant ce que tu dis aussi sur ce. En fait, ce que je trouve compliqué, c'est que oui, c'est des séries de fantasy toutes les deux, que ce soit Rings of Power ou House of the Dragon, mais pour moi, c'est pas le même genre de série en fait. C'est-à-dire non. que, enfin, et c'est en ça que c'est difficile de les comparer entre elles, même si elles sont sorties en même temps, que c'est des gros budgets et que, enfin, il y a quand même un truc de fantasy, c'est que d'un côté, il y a une série qui est purement politique, et moi, je trouve ça génial parce que, enfin, du coup, même scénaristiquement, les enjeux, les trahisons, c'est ce que tu dis, la politique et tout ça, enfin, il y a quelque chose de central et d'ultra fort. Et moi, j'avoue que en termes d'écriture, je pense que je préfère House of the Dragon. Et de l'autre côté, il y a une série qui est beaucoup plus aventure. Pour moi, même s'il y a des enjeux certes de royaume et tout ça, mais on est moins en tout cas dans la trahison, on est plus à accompagner des guerriers, etc. Que j'ai trouvé mieux pour le coup, ça me permet de faire une transition sur le côté forme. Pour le coup, j'ai trouvé ça beaucoup plus beau Rings of Power que House of the Dragon et ça me permet de faire la jonction. Ça va beaucoup mieux sur la fin de la saison, mais franchement, il y a des choses au début de la saison de House of the Dragon que je trouve vraiment limite. Il y a des vues de ville Ouais, le où survol vraiment on de, dirait des le cinématiques survol de en la Carter. capitale, C'est le premier épisode ou le deuxième, c'était Ouais. ça Oui. piquait. La nuit Et puis américaine même, aussi de ouais. l'épisode. c'est un peu dur parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis aussi dans cette série-là. Et Pas c'est autant que dans. pas autant bien sûr Rings que of dans l'autre, Power. mais bien sûr, mais c'est pour ça que je dis Mais qu'elles là- sont pas comparables non plus Ah et bah que non, non, on les c'est met en sûr. comparaison et C'est c'est, enfin, honnêtement, c'est compliqué parce que pour moi c'est vraiment pas du tout la même chose, mais il y avait quand même un petit effort à faire pour House of the Dragon où tu aurais peaufiné un peu mieux 2-3 plans quand même au début. Moi, il y a des choses qui m'ont un peu sorti du truc en disant ouh là là, Ouais. dis donc, c'est. Alors que les dragons sont hyper bien faits. Alors que les dragons Ouais. sont hyper bien faits et que j'ai vu des images de making of parce que c'est fait avec le volume là, avec Ouais. l'écran La- circulaire. Ouais. Ah, C'est assez balèze. En plus, tu vois les gens qui lui balancent de l'eau à la gueule. Je trouve ça assez Mais marrant oui, comme image de le making of. Enfin, le vaut, mais c'est très cool. Enfin, et du coup, je suis un peu déçue de ce déséquilibre en fait aussi d'effets visuels. Et cet épisode, on en blaguait tout à l'heure, qui est très très sombre. En fait, il est très beau. Je trouve ça très beau d'avoir filmé comme ça, mais franchement, fallait vraiment le regarder de nuit, quoi, parce que si tu le matais 2 jours sur ta télé, T'as des reflets partout, tu vois. t'avais des tu reflets voyais partout, rien. c'était chaud, quoi. Ça rappelle un peu l'épisode de la grande nuit Oui. Oui. de la fin de Goth. Où tu voyais rien. On voyait pas grand-chose. Bah, Fallait, Ce qu'il disait, c'est que c'était une intention artistique, soit, on l'entend, et effectivement, ça rend bien en regardant ça la nuit. Mais à ce qui paraît, ils entendent les critiques sur cette volonté artistique et ils vont un peu corriger ça en saison 2. Ils vont mettre un peu plus de lumière. Est-ce qu'il y a une scène comme ça qui vous reste en tête vraiment particulièrement, Vitel peut-être un truc comme ça qui tout de suite tu penses à House of the Dragon, les 8 épisodes, les 10 épisodes. En vrai, il y en a plein. Ouais, mais si tu dois Il y en a en plein qui citer sont qu'un, vraiment, tu vois. vraiment très cool. Mais en vrai, en truc ultra emblématique, c'est la dernière scène de l'épisode 10. Hein. Donc C'est- la course-poursuite. La course-poursuite, moi je l'ai trouvé incroyable. Mm. Et puis, moi en fait, c'est juste que j'ai énormément aimé la tête je suis désolé, j'ai plus. Aegon Non, Aemond Aemond. Ouais. Aemond, sa tête, c'est un mème. Vraiment, il fait oh no. Tu vois, c'est vraiment. Et ça m'a achevé. Vraiment, j'étais en mode ah bah là, mon pote, là, tu sais très bien que tu viens de créer un truc. alors que terrible. sachant que il me semble que dans le bouquin, il le fait intentionnellement. Oui. C'est ça qui est. Oui, c'est tout à fait intentionnel dans le bouquin. Voilà, donc là, Enfin, c'est ce qu'il dit.
C'est ce qui a été relaté. Oui, parce qu'il y a quand même une petite précision. Bravo Mégane, tu fais bien de le mettre en avant. Non, parce qu'on voit beaucoup de critiques. Oui, mais ça se passe pas comme ça dans le livre, nan. Certes, mais ce ne sont que des faits relatés. C'est ça. C'est fort possible, vu la personnalité d'Aemon, qu'il ait pu dire oui, bien sûr, je l'ai fait exprès par ego et par fierté. Le livre, pour le coup, prend le parti pris de faire comme si c'était un grand maître qui raconte les histoires de la famille Targaryen. Excellent. Et régulièrement, il dit, alors, d'après machin, qui avait vécu la scène, ça se serait passé comme ça. Par contre, par Bidule, qu'il avait relaté dans les annales de machin, lui, il disait ça. C'est génial de faire comme ça. Et à chaque fois, il dit, et le fou du roi, là, qui faisait machin, lui, il disait que c'était ça. Tu vois, et du coup, c'est toujours un multi-point de vue et un petit peu comme l'histoire qu'on sait écrite par les vainqueurs. Il y a peut-être des choses qui sont pour faire passer les personnages pour ou plus blancs ou plus noirs qu'ils ne le sont. Donc oui, il y a quand même cette petite nuance. D'accord. Mais ça, c'est un parti pris d'adaptation qui est intéressant parce que moi, par exemple, qui n'avais pas lu les bouquins, c'est toi qui m'avais dit que c'était relaté comme des faits historiques. Et pour le coup, je trouve que il y a un vrai parti pris d'écriture là-dedans, de se dire ok, donc ça c'est, on va dire l'histoire racontée par les vainqueurs. Qu'est-ce que nous on va imaginer là-dedans et qu'est-ce qu'on va proposer qui soit le plus en cohérence avec les persos. Et ça, pour le coup, je trouve ça assez réussi. Par exemple, l'ascendance strong des enfants de Rhaenyra. Ouais. Dans le livre, c'est suggéré, mais c'est jamais une évidence. Donc ça veut dire qu'ils sont jamais par les autres, on les a jamais. Il y a des allégations, il y a des gens qui disent mais c'est pas affirmé. C'est cool de. Voilà, et c'est beaucoup. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Pareil sur le destin de Laenor Velaryon. Ouais. Pareil, il y a des. Est-ce que il est vraiment? Est-ce que c'est elle qui? Est-ce que voilà, il y a beaucoup plus de choses qui sont laissées à l'appréciation du lecteur. De l'actrice. Et du coup, là, la série, elle prend un parti pris. Mais c'est bien, c'est intéressant aussi. C'est un super rebondissement, ça. Lui est parti vivre sa meilleure vie. Là. Mais c'est qui l'acteur? C'est trop bien. Loin des gens toxiques. Ah ouais, c'est clair. En vrai, moi j'ai trouvé ça trop intéressant comme résolution. J'étais en mode, en vrai, ça génial. Pendant des années, ils ont tenu leur truc et jusqu'au bout, elle fait en sorte que c'est ça, c'est qu'elle l'aimait vraiment. Trop bien. Et justement, c'est pour ça que la scène où elle lui dit non mais j'aimais vraiment votre fils. Oui, c'est que tu sais que c'est vrai. Tu sais que c'est vrai, mais elle dans sa tête, elle peut pas dire que c'est vrai parce qu'elle peut pas dire qu'il a envie. Tu vois. Et il y a trop de dilemmes comme ça dans tout le long de la série et qui m'ont fait apprécier à ce point-là. C'est trop bien. Même question, Mégane. Il y a une scène particulière, si tu devais en garder qu'une, sur tous ces épisodes. Il y en a 10. Alors réfléchissez-y aussi, hein, Juliana et Mélanie, parce que je vais vous poser la même question, évidemment. Il y en a plein. En fait, j'ai trouvé la scène du repas brillante. Alors, le repas, épisode 8. Le repas, épisode 8, j'ai trouvé ça brillant. En fait, j'adore les scènes de repas parce qu'il se passe tellement de choses qui ne sont pas forcément dites, mais qui se jouent dans le regard, dans la manière de se comporter, dans la manière dont on va provoquer. Et là, c'est vraiment le mariage aussi. Le mariage aussi était excellent, effectivement. Ouais, j'avoue, putain, le mariage, c'était trop bien, pardon. Mais la scène du repas dans l'épisode 8, j'ai trouvé ça génial. Enfin, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien joué. Et puis, puis la caméra qui tourne comme ça sur les visages. Ce pauvre Viserys qui pense partir en laissant sa famille heureuse et réconciliée. Dommage. Pas du tout. Et qui nous fait une boulette sur son lit de mort en parlant d'Aegon. Et t'es là genre, non, tu ne parles pas à Rhaenyra, tu parles à Alicente. Voilà. Mais non, cet épisode 8 était vraiment dingo, quoi. Incroyable. En plus, l'épisode 8, Julien. Et puis toute la marche aussi qu'il fait jusqu'à son trône et Daemon qui vient lui remettre sa couronne. Enfin, j'ai eu les frissons à ce moment-là. Ouais. Voilà. Il y a des vrais regards d'amour quand même dans ces moments-là. Tu sens que ça vient du cœur. C'est vraiment que ce soit Daemon et Rhaenyra, c'est les deux seuls personnages. Quand ils regardent le roi, c'est toujours avec de l'amour, jamais avec de la pitié. Et t'es là genre, waouh, c'est si bien joué. Mais même lui, il a du mal à voir avec des yeux méchants. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs ça finit par s'appeler Viserys le paisible d'ailleurs. Mais moi j'aime beaucoup ce trait qu'ils lui ont donné, qu'ils ont réussi à conserver avec exploiter. Juliana, une scène? Il y en a plein qui m'ont marqué, mais moi j'avoue que effectivement, moi c'est pas tant la course poursuite avec le dragon que je trouve super, mais vraiment le moment où il rentre dans la salle et où je fais oulala, ça va vraiment pas bien se passer quoi. Dans le dernier épisode. Dans le dernier, le petit Viserys. En fait, déjà quand il voit Vagar. Déjà t'es là genre, oh, je suis vraiment. C'est toute cette dernière partie où j'ai fait non, reste là. Et vraiment ce truc de je viens en messager
partagé et tout, et tu le sais en fait pendant toute la scène, tu le sais que ça va. On se rappelle qu'on est dans l'univers de Game of Thrones. Exactement. C'est ça. Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a aussi fait terminer cette série sur une note positive, c'est que je me suis dit ah putain, j'aime bien ça, j'aime bien ça connecte avec l'univers que j'aime bien. Quand on tue des enfants. Non, j'aime bien quand tu sais que le destin des personnages est voué à un truc. Ouais, tu sais, la meuf sensible. Par contre, les enfants, vous pouvez y aller. Mais non, en tout cas, je trouve que ça reconnecte vraiment avec une tension où une espèce d'ironie dramatique dans la scène où tu sais qu'il va arriver quelque chose de pas bien du tout et tu serres les fesses, quoi. Voilà. Mélanie, une scène? Moi, ma préférée, c'était ça va dracarisser ou ça dracarise pas? Ah non, le couronnement. Ouais, le couronnement, où j'ai adoré après tous les mèmes qui sont sortis en mode mais c'est Shrek. Oui, c'est complètement la scène de Shrek. C'est vrai qu'il y a eu ça m'a fait hurler de rire. Et c'est vrai que, en vrai, resitue-nous pour en gros, ceux qui ont c'est pas que cet épisode, donc c'était le 9e, il y a plein de gens qui ont sorti après en fait des petites comparaisons avec Shrek, parce qu'effectivement, la robe de Alicent dans cet épisode en vert avec la ceinture dorée, c'est la même que Fiona. Ouais. Elle est coiffée de la même manière également. T'as le dragon justement où j'oublie toujours le nom de la tata. Rhaenys. Merci. Sur Méliès. Voilà, Mélis. c'est quand elle est sur son dragon comme ça, ça rappelle la fin de Shrek 1 où il y a Dragon qui bouffe Lord Farquaad qui arrive comme ça dans l'église en plein mariage, mais bon là c'est un couronnement, c'est à peu près la même chose parce que c'est aussi bref. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont mis en comparaison, et c'est vrai, il y a même un truc avec les pieds aussi. La haie d'honneur. Et en fait, c'est vrai que tu dis. Le cochon grillé sur la table. Oh oui, où il se tire et ça ploup. En parlant de pieds, on n'a pas trop parlé du fétichisme des pieds, mais on n'a pas parlé de du fétichiste. On n'a pas parlé de Laris Fort. Alors cette scène-là, c'était tellement inattendu, dégueu, mais inattendu. Oh, j'étais pas bien. Pourquoi du tout quoi. Mais alors, justement, j'ai vu aussi beaucoup de gens qui étaient là genre, mais c'est dégueulasse. Il y a une scène de fétichisme des pieds et tout. Oui. Alors, par contre, il y a aussi eu une histoire où voilà, il y a de l'inceste encore une fois. Il y a eu de l'inceste. Il y a eu quand même des enfants. À un moment, on voit quand même l'enfant de Egon, on voit un petit gamin qui se bat contre d'autres petits gamins. Oui. Et là, tout d'un coup, les gens sont là genre, mais normal. Non. Et voilà. Des pieds. Comment il s'appelle ce perso? Pardon, j'ai oublié son nom. Laris Fort. Lui vraiment, il me terrifie. Il est vraiment. Je trouve que ce comédien a un truc, une présence qui est vraiment, qui me met profondément mal à l'aise. Ouais. Et c'est assez bien joué, et c'est vraiment un perso où j'étais putain, mais lui vraiment il faut qu'il soit loin, quoi, enfin le plus loin possible. Ça c'est assez réussi aussi, j'ai trouvé, en perso secondaire. C'est un Littlefinger bis. Ouais, mais sauf qu'il a rien à y gagner en fait, vraiment lui. Moi j'aime beaucoup quand même ce personnage, ne serait-ce que par son mind game, tu vois. Il est arrivé depuis le début, il a dit à Alicent, t'inquiète, je suis là. Ouais. Et il fait tout pour être là, de A à Z, et c'est lui qui déclenche probablement les pires trucs, tu vois, et il est trop intelligent. Enfin, vraiment, moi j'ai adoré ce personnage. Très fort. Franchement, incroyable. On parle du fétichisme des pieds, mais je lis sur le chat, mais c'est vrai qu'il a quand même tué son père et son frère, accessoirement. Non, mais le type est un taré, hein, y a pas de débat. Le fétichisme, ce n'est qu'une partie de ce personnage odieux qui a effectivement tué son père et son frère. C'est un bon gars. Un super gars. Vraiment, l'entourage d'Alicent entre le chevalier, son père, le chevalier qui a brillé, là, comment il s'appelle, Sir Criston, et Laris, c'est chaud. Hein. C'est les deux héritiers. Les deux héritiers Targaryen aussi, ils sont un peu pétés du casque. Hein, oui, non, mais ça, Criston Cole aussi, la construction de ce personnage, c'est super intéressant parce qu'on te le fait aimer, le prince charmant, tout pour lui, beau gosse, qui gagne le tournoi, il gagne le cœur de la princesse. Oh là là, c'est tout beau, nanana. Et après, ça devient un vieux rageux. Ouais. Le mec, ça fait 10 ans, passe à autre chose. Et moi, je comprends pas comment il a pu, après ce qu'il a fait au mariage, rester. Ouais, c'est un peu. C'est très bizarre. Hein. Ouais, oui. Même la protection de la reine, tu fais, c'est un peu too much. Hein. Normalement, là, il a quand même tué un noble. Hein. En fait, donc, normalement, là. C'est une question de frustration. C'est que Alicent n'a pas réellement choisi sa vie, enfin, en tout cas, son mariage avec Viserys. Et en fait, de voir que sa meilleure amie est plus si affinité, je pense, profite de sa vie à elle, et que c'est vraiment le coup de
de remettre devant ta face ton erreur et de voir de la torturer et de la constamment torturer avec, quoi. psychologiquement et qu'elle voit Kristen Cole comme ça dans les couloirs. En plus maintenant du côté d'Alicent, c'est vraiment genre bah voilà, t'as tout fait péter. Oui, mais disons que vu les règles qui régissent normalement la cour et ce genre de choses, lui il est de très petite noblesse. Normalement, il est emprisonné, au mieux il est envoyé au mur. Moi j'avoue que cette fin d'épisode, c'est un des points où j'ai trouvé que tout était un peu flou aussi dans la psychologie des persos. Alors après, autant j'aime mais j'étais pas à 100% avec eux parce que je comprenais pas exactement les dessins de chacun et où on allait se retrouver, ce qui allait se passer. C'est une des scènes et un des points. Oui, c'est une incohérence, mais que je peux comprendre, mais qui aurait mieux été expliqué. Pardon. Et cette fin d'épisode, tout d'un coup, oui, c'est un peu flou. Tu sais pas trop ce qui se passe. Après, tu comprends. Mais je trouve que c'est peut-être moins bien. Je me souviens de cet épisode, j'avais dit, j'ai adoré l'épisode. On l'avait fait, c'était au podcast qu'on a fait sur Allociné, mais sauf la scène d'intro et la scène de fin. Et la scène de fin, c'est ce mariage et cette cohue. Et la scène d'intro, c'était Daemon qui apparaît avec sa cape d'Anakin Skywalker et qui tue sa femme. Alors que c'est drôle. Il se télétransporte là au milieu. Drôle. En vrai, la mort, elle est nulle, mon Dieu, quoi. C'est en mode. C'est ridicule, sachant qu'en plus, vraiment, je pense que moi, j'ai vu la femme de Daemon, je me suis dit, vas-y, faites-en un personnage récurrent parce qu'elle a l'air ultra cool. Et là, t'es morte. Oh, dommage. Oh non, le cheval, il s'est levé. Il fallait qu'on le montre, lui, en train de tuer son épouse pour justement casser un peu l'image du truc un peu parfait pour pas trop glamouriser l'inceste, je pense aussi. Il fallait le casser un peu, le démon, parce que c'est pas un enfant de cœur. Ça, on le sait depuis le début. Même si on peut aimer certains aspects de ce personnage, c'est pas du tout un enfant de cœur. Il a fait des choses, mais ça aurait pu être mieux fait. Je suis d'accord. Ça a été très vite expédié. Genre, il arrive tout. Peut-être que ça vient des scènes coupées aussi dont tu parlais. Enfin, souvent, quand il y a des choses, en tout cas, qui manquent des morceaux, ça peut être expliqué par des scènes qui étaient présentes à l'écriture et même au tournage et qui ont été coupées pour une histoire de rythme. Enfin, en tout cas, ça arrive souvent. Ça fait partie des scènes qui ont été où il y avait plusieurs appréciations. Le fait que ce soit Daemon qui tue sa femme, c'est l'une des possibilités du livre. Là, ils ont fait le choix, mais c'est pas aussi marqué dans le bouquin. Juste pour voilà. Et j'ai Tamougik qui nous dit mais oui, mais même Alicent qui blesse Rhaenyra. Avec un couteau, ça normalement c'est répréhensible quelque part. C'est pas répréhensible. Mais est-ce qu'ils se disent pas mais en fait, ils ont tellement tous des choses à se reprocher. Que du coup, en fait, ils sont en mode bon, je t'ai laissé passer ça, gars. Vas-y. On a quand même un qui a crevé l'œil de l'autre. Et vraiment, moi, j'avoue, c'est le moment où j'ai éclaté de rire. Mais c'est pas grave, de toute façon, j'ai un gros dragon maintenant. Eh bah d'accord, très bien. Alors en fait, le problème, c'est qu'il a pas complètement tort. Donc c'est ça, c'est qu'au final, c'est genre, tu m'as crevé un œil, mais franchement, maintenant j'ai la plus grosse, donc c'est bon. Enfin, faudrait déjà la grosse maîtriser. monture, on précise. Oui, voilà. Faudrait déjà la maîtriser. Par contre, avec son saphir dans l'œil, après, il m'a fait hurler de rire. C'est comme ça qu'il est décrit dans le livre, par contre. Mais vraiment, je le trouve un peu ridicule quand même, ce personnage. Qui ça le personnage Aemond, je le trouve un peu ridicule parce que pour le coup, moi, je trouve que le choix du casting, dans tout le casting, c'est l'un des moins bons. Ah ouais. Moi, le truc, c'est que en fait, je l'ai trouvé ridicule. Il n'y a pas beaucoup de nuances, quoi. Voilà. Et je suis pas il est vraiment méchant. Mais non, mais en fait, j'arrive pas à me rendre compte qu'il est méchant. Non, en fait, le truc, c'est que en fait, c'est le moment où il cherche son frère. C'est quand même le seul qui redéclenche tout, tu vois. Oui, mais non, mais en fait, le moment, moi, c'est l'épisode où il recherche son frère, justement, l'épisode 9. Et en fait, le truc, c'est que tu sens que au final, il est pur à un endroit, parce qu'il dit non, mais en fait, mon frère Aemond, il se tape tout ce qui bouge et tout, alors que moi j'ai étudié, et tu dis, il est pas pur, mais dans le sens qu'il est un peu plus carré, t'as l'impression, et le truc, c'est qu'à un moment, il pourrait. Et à un moment, il y a vraiment le démon en lui. J'arrive pas à le cerner, j'avoue, j'ai eu du mal, et puis vraiment, pour le coup, le truc du. Je sais pas, il n'y a rien qui transparaissait vraiment et j'ai eu un petit peu de mal avec l'acteur, ce qui m'a fait un peu perdre là-dessus, sauf à la fin où effectivement le dernier épisode, quand il commence à gueuler contre le gamin et tout, j'étais là genre ok d'accord, là tu m'as eu mon gars. Non, mais moi la fin apporte je pense plus de nuances à ce personnage et en fait moi je le vois vraiment comme un fanboy de Daemon en fait.
Oui, c'est sûr. Oui. Oui. Moi, il a la même coupe. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est sa version plus jeune, où il se fait vraiment bisuter. Il était bien, ouais. Je trouve ça intéressant, cette espèce de truc nourri par ses enfants, ces espèces de cousins qui vivent ensemble et qui, avec cette histoire du cochon, du truc, il a pas. Pour le coup, j'ai trouvé que la construction était plutôt bien amenée et que. Même la scène où il monte sur Valère elle est impressionnante, incroyable. Ouais. Enfin, tu sens qu'il prend conscience qu'il est capable de faire des choses. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là du personnage. Tu vois, mais une fois qu'on passe justement l'ellipse, j'ai totalement perdu mon affect avec le perso. Voilà, c'est pareil. Je préférais quand il était plus jeune. L'acteur, je trouvais qu'il jouait mieux aussi. C'est peut-être ça. Enfin, en tout cas, moi, il m'a plus intéressé quand il était l'acteur précédent. Mais vu la fin du dernier épisode, je me dis, ok, en fait, il va peut-être nous cacher un truc et en fait, le gars est oufissime. Et donc maintenant, j'attends vraiment son arc à lui dans Moi, la j'attends de voir comment il va assumer. Ouais. C'est le seul truc là que j'attends. Dernière question, on va passer au journal des sorties. Dernière question pour ce débrief de la première saison de House of the Dragon. Qu'est-ce qu'on attend de la saison 2 ? On va faire un tour de table mais inversé. Et du coup, Mélanie des dragons. Des dragons. Non, vraiment, pour le coup, de découvrir un petit peu les autres personnages, d'aller à Winterfell, tout ça. En vrai, désolé, je te le pique, mais comment il va assumer En vrai, maintenant, j'ai envie de trop de savoir. Et vraiment, est-ce que aussi ils vont commencer... Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment ça va se passer aussi niveau ellipsienne. Est-ce qu'il y en aura, en fait. Moi, je pense qu'il n'y en aura plus. Il n'y en aura pas. Il y en aura saison 2. Ça a été annoncé, il n'y en aura pas. Donc, non, mais est-ce que ça veut dire que ça commence juste après la mort de son gosse ? Ah bah ça je sais pas. Ou voilà, mais moi en fait je pense que ça va prendre direct. Moi c'est ça, c'est qu'en fait si ça commence là ou si ça commence, parce qu'en fait voilà il faut voir s'ils ont déjà commencé à relever leur armée et tout, ou on va quand même avoir le truc des parchemins où ils vont aller partout. Moi c'est plus ça de savoir comment ça va se passer. Bon, on va peut-être commencer avec J.K. Harris à Winterfell, aller voir Cregan Stark, j'imagine. Ouais. Bitter, qu'est-ce que tu attends de voir dans cette saison 2 ? La réaction de Rhaenyra en apprenant la mort de son fils. Alors on a vu qu'elle avait un regard. On a vu qu'elle n'était pas très contente. Oui, mais tu veux comment dire ça va le mettre en action C'est vraiment ce moment. Le courroux. Déjà, oui, tu regardes la tronche du. Là, je vais décimer la population et j'en ai plus rien à foutre. Tu le vois. Are you talking to me ? Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement. Donc moi, je veux voir ça. C'est vraiment ce truc-là où je veux. La réaction. Je veux. Ouais, vraiment voir comment elle va agir directement pour blesser directement les vers. Après les aussi. vers. Moi, ce que j'aime énormément, c'est que on se rend compte quand même que les Targaryens, c'est pas n'importe qui. Et j'espère qu'on va continuer dans cet aspect-là. Qu'on va continuer de voir, tu vois, la puissance qu'ils ont avec tous ces dragons, parce qu'on n'a jamais vu autant de dragons. C'est la première fois qu'on en voit autant. Donc moi, c'est vraiment ce point-là où je veux effectivement, je te rejoins dessus, c'est voir de plus en plus de dragons et surtout que, en fait. Ceux qui restent en vie, donc les héritiers encore des Targaryens qui restent en vie, moi j'aime beaucoup voir ces moments de complicité où tu les vois avec leurs dragons, essayer d'apprendre à les maîtriser et tout. Enfin, complicité, vous avez compris, entre guillemets, bien sûr, parce que je pense pas qu'il y ait vraiment de complicité, mais voilà, c'est ce que j'ai vraiment envie de voir sur les prochaines saisons. Juliana. Moi, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière entre Alicent et Rhaenyra. Et hélas, je suis curieuse de voir comment ça va s'incarner dans cette saison 2. Tu parles de puissance des Targaryens. Moi, je parlerai de folie des Targaryens. Et je me demande comment ils vont essayer de renouveler un petit peu aussi, tout en restant dans la même lignée, on va dire, mais comment ils vont continuer à nous montrer que ces gens sont toujours aussi barjots et toujours aussi fous. Et comment ça va s'incarner politiquement, moi j'avoue que ça me passionne en termes de mécanique scénaristique, comment on va nous tenir en haleine là-dessus et comment il y aura de la trahison. Mégane ? Moi, je veux un bon équilibre entre la castagne, ça pète, ça crache, ça flamme, avec les dragons et tout ça. Évidemment, on veut voir ça, on veut voir la vengeance terrible de Rhaenyra, évidemment. Mais je veux aussi un bon équilibre avec tout ce qui se passe dans les coulisses, dans les bas-fonds de Port-Réal, avec Larys, pardon. Pas encore. Et au final, mais on n'est pas loin. Voilà, et le ver blanc. Et l'espionne aussi. Et l'espionne, Mysaria, qui se bat pour la protection des enfants à Port-Réal. Et tous ces gens-là, je pense, vont être très intéressants aussi et vont créer beaucoup de rebondissements, de coups bas, de trahison. Ça j'ai vraiment envie qu'on mette aussi l'accent là-dessus. Donc vraiment, juste un bon équilibre entre les petits plots politiques, etc., en coulisses, dans de l'obscurité, et puis
La castagne, évidemment, entre les dragons. Et toi? Et Mais moi, je ne peux pas répondre à la question. Eh oui. Parce que j'ai lu tout le livre et je sais exactement tout ce qui se passe. Ne dis rien. Eh bien oui, ne dis rien s'il te plaît. Si je te dis il me tarde ça, je spoil. D'accord. Donc là on a spoil la saison 1, mais je vais éviter de spoil la saison 2 alors qu'elle n'a pas commencé, qu'elle n'a même pas été tournée et qu'elle n'arrivera que dans 2 ans, a priori dans le meilleur des cas. La production commence début 2023. Voilà. Mais en vrai, toi, vis-à-vis de tout ça, tu trouves que ça va dans une bonne direction ou pas? Il y a quelques partis pris qui ont été faits et j'aurais préféré qu'on nous laisse dans le doute. J'aurais préféré qu'on ait des setups dont on ait les révélations un peu plus tard. Je trouve qu'on voit tout ce qui se passe. Il n'y a pas de moment où tu te dis mais attends, pourquoi et après tu fais ah là là, voilà. Il me manque un peu ces trucs dans le temps, on en avait parlé. Hein, c'est cette logique d'avoir des gens qui mettent des choses en place et de voir le truc qui explose mais bien après. Et là, on a instantanément un truc qui se passe et ça explose en même temps. Et j'aurais aimé avoir plus de setup. Alors, il y en a quelques-uns, mais j'aurais aimé... Donc, tu aurais voulu un truc, en fait, plus à la Game of Thrones où ça prenait plus son temps sur la narration, quoi. Sauf, ça dépend des saisons après. Ouais. Mais oui, voilà. Première saison de Game of Thrones n'est pas la même que la 8 en termes d'information et de rythme. Il y avait plus de matière à adapter. Donc, forcément, ça partait un peu... C'est là-dessus que s'achève notre débrief de House of the Dragon saison 1. Merci pour ce débat. Je vais laisser la parole à Mégane. C'est le journal des sorties. C'est vrai. Pardon. Ça va, c'est exactement à 1 minute près l'heure du runner. Très bien. Ouf. Et je rappelle juste, évidemment, tu vas nous présenter une sélection des 5 incontournables de ces 2 semaines. Oui. Voilà, puisqu'il n'y aura pas d'émission normale la semaine prochaine. Mais restez sur le stream, on vous expliquera pourquoi. Normalement, en fin de semaine, voilà, restez sur nos réseaux sociaux et sur l'antenne pour qu'on vous dise pourquoi, quand, où. En attendant, 5 sorties. Oui. Et ça commence au sur cinéma. Les 2 semaines. Ouais. Ça commence. En fait, on va commencer avec le cinéma. Sortie ciné avec le 1er novembre le nouveau film de Nicolas Bedos avec Pierre Ninet, Isabelle Adjani, François Cluzet, entre autres. Ça s'appelle Mascarade. C'est un film qui avait été présenté au Festival de Cannes. Donc on voit cette affiche. Il y a aussi Marine Vact dans le film. Et on suit l'histoire d'un gigolo et d'une arnaqueuse qui vont élaborer un plan assez machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d'Azur. Est-ce qu'ils sont prêts à tout pour s'offrir une vie de rêve et quitte à tout sacrifier et à faire du mal à une ancienne gloire du cinéma et un agent immobilier? La réponse est dans le film. Combien d'étoiles de la hype? Je rappelle, c'est combien de 0,5 à 5 tu mets d'étoiles d'envie de le voir? Alors donc, du coup, je ne l'ai pas vu. J'ai pas eu l'occasion de le voir à Cannes. Moi, je vais mettre 2,5. 2,5. Oui, et je le découvre demain soir. Demain soir, 2,5. Voilà. Juliana, on est sur les journées ne durent que 24 heures sur 5. Voilà. Donc, Bitel, est-ce que ce pitch t'a donné envie? Ou ce casting? Ou pas plus que 1 sur 5. 1 sur 5. Moi, c'est chez moi, c'est ma Côte d'Azur, donc je regarderai quand il sera accessible sur une plateforme payante type Canal+ plus tard. Mais voilà, ça c'est chez moi, donc je regarderai juste pour les décors et me dire mais oui, c'est genre j'y suis allée là, c'est tout. Il y a une petite, s'il y a une petite vibe arnaqueur, ça peut être cool, mais on sait jamais trop avec. Du coup, est-ce que c'est pas trop du revu et déjà vu? Toujours au cinéma. Toujours au cinéma, toujours le 1er novembre, un film qui s'appelle Amsterdam de David O. Russell qui avait fait notamment American Bluff et Joy, avec un sacré casting, Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek pour ne citer que. Et donc là, on est sur une intrigue qui est pas très dévoilée parce que ça joue sur beaucoup de mystères. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'histoire de 3 amis proches qui se retrouvent au centre d'une des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l'histoire américaine. Et voilà, j'ai pas cité tout le monde, mais le casting est assez dingo. De Niro, Shannon, Zoé Saldana, Timothy Olyphant, Mathias Schoenaert, voilà. Mathias Schoenaert. Ah oui, non, mais attends, il y a du monde de temps. Ah oui, solide, le casting. Il y a du monde. Combien d'étoiles de la hype? Je vais mettre un 3,5. 3,5. Ouais. 3,5. Curieuse. Je suis sur un 3. 3. Curieuse. 3 aussi. 3 aussi du côté de Vitel, Mélanie? À moi, on va aller plus sur un 4, 4,5. 4,5. Là, vraiment, un casting pareil, j'ai envie d'aller voir ça sur grand écran. Vraiment. Ça, je suis d'accord, par contre. Toujours au cinéma,
Toujours au cinéma, et là c'est un film que je vous recommande. C'est vraiment un coup de cœur qui sort enfin en France. Ça sort le 2 novembre, ça s'appelle XX, comme vous voulez. C'est un film de Ti West, c'est un film d'horreur avec Mia Goth, Jenna Ortega et Brittany Snow, entre autres. Encore Jenna Ortega Elle est partout, parce qu'elle incarnera mercredi sur Netflix par la série de Tim Burton. Le personnage de mercredi, pas le jour. Le personnage. J'adore ce running gag. C'est vrai, mercredi Adams. J'aurais pu préciser mercredi Adams. Donc là, on est dans les années 70 et on suit une équipe de tournage qui investit une maison isolée dans le fin fond du Texas pour réaliser un film porno. Et à la tombée de la nuit, les propriétaires de ce Airbnb des années 70 pour tourner un film porno surprennent un petit peu les cinéastes amateurs en pleine action. Ils sont complètement choqués par ce qui se passe dans leur baraque. Oups. Et donc Que faites-vous sur ma commode? Voilà. Et donc le tournage vire au cauchemar. Combien d'étoiles de la hype, Mégane? Un bon 4. Un bon 4 Ouais. Juliana? 4, j'en entends que des choses très positives et j'aime beaucoup le cinéma de genre, donc j'irai avec grand plaisir. 4 et 4, et Bitel? M'en fous. Pardon. Non, en vrai, je vais pas mentir. En fait, moi, c'est pas le genre de film qui me font kiffer. Et j'avoue que... Mais il y en a pour tous les goûts et tu as le droit. 4 et 1, et Mélanie qui rajoute un... Alors, Team Flippette, mais le pitch m'intéresse. Ah non, c'est celui avec le crocodile. Ouais. Oui. Alors, s'il y a un crocodile, je vais redescendre à 2. 2,5. 2 pour la team, 2 et 1 pour la team Flippette. Non, 2 et 1, 4 et 4. Un film qui divise. Moi, je suis pas une flippette en plus. L'horreur me bloque pas. Mais, c'est le genre qui me... Sur Netflix, Mégane. Sur Netflix, c'est sorti aujourd'hui. On reste encore dans l'horreur avec Le Cabinet des Curiosités de Guillermo del Toro. Donc une série anthologique sur la thématique de l'horreur. Donc c'est créé par del Toro. Il y a 8 épisodes. Chaque épisode est réalisé par un cinéaste différent. On peut citer parmi les cinéastes des gens qui sont vraiment quelqu'un, des noms vraiment de l'horreur. On a Vincenzo Natali qui avait fait Cube, Jennifer Kent qui avait fait Badabook, David Preyer qui a fait The Empty Man, Anna Lily Armipour que j'aime beaucoup qui avait fait A Girl Walks Alone at Night, Catherine Hardwicke qui avait notamment fait Twilight, Panos Cosmatos qui avait fait le très bon Mandy avec comment il s'appelle, avec Nicolas Cage, merci beaucoup, et David S. Goyer qui avait notamment bossé sur Dark Knight Animation. Donc voilà, des très bons noms pour une série anthologie avec 8 histoires d'horreur. Disponible déjà. Disponible dès aujourd'hui sur Netflix. Combien d'étoiles de la hype du coup, Mégane? En fait, tous ces noms-là, ça me fait très envie, donc je vais quand même dire au moins 3. Au moins 3. Ouais. Juliana? C'est un 5. C'est un 5, carrément. J'ai très envie de regarder. Très envie de regarder. Moi, du coup, c'est un 3,5. Un 3,5 du côté de Bitel. C'est un 5 que je vais regarder la nuit d'Halloween. C'est un 5 du côté de Mélanie aussi. Toujours sur Netflix. Toujours sur Netflix, ça sort le 4 novembre et c'est la suite de Enola Holmes, la sœur de Sherlock Holmes. Donc voilà, on suit. Donc c'est la suite. Elle est incarnée par Millie Bobby Brown, la star de Stranger Things. On retrouve Henry Cavill, donc de nouveau Superman, et Helena Bonham Carter. Et donc là, Enola Holmes est vraiment en train de devenir une détective professionnelle et affirmée, et elle va se lancer dans sa toute première affaire officielle en tant que détective privé. Combien d'étoiles de la hype? Henry. 2, si j'ai le temps, avec mes frères et sœurs. Petit 2, histoire de... Un dimanche après. Avec un plateau repas. Voilà, gentiment. Juliana? Je n'ai hélas pas terminé le premier, c'était pas mon truc, donc pourtant j'adore Sherlock Holmes, mais 1 étoile de la hype. 1 étoile, Bitel? Moi je suis un peu pareil, j'ai pas réussi à accrocher au film, donc clairement, petit film de gueule de bois. C'est pas mal ça. Le petit film de gueule de bois, le pas trop, t'es là, voilà, c'est bon. Petit film du lendemain, ok. Ça, c'est pas mal en étoile, c'est gueule de bois sur 5. Gueule de bois sur 1, exactement. Moi, le premier, j'ai trouvé que c'était une tannée, mais j'adore ce genre de film pour ados qui reprend un univers que j'adore, qui est Sherlock Holmes. Donc, 1,5 voire 2, mais je le regarderai quand même en me disant c'est vraiment pas bien, mais je le regarde quand même. Le 1,5. 1 pour Henry Cavill. 1 pour Henry Cavill. Oui, et clairement le 1 pour Henry Cavill, clairement. Il y a quand même Lena Bonham Carter.
Mégane, on passe en bref ? Ouais, je vais essayer de faire vite. Donc au cinéma, demain, il y a un superbe film qui sort qui s'appelle La Conspiration du Caire, un film de Tariq Saleh. Si vous aviez vu Le Caire confidentiel, c'est le même réalisateur et c'est un autre thriller absolument prodigieux. Et le film a reçu le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes. Donc vraiment, je vous conseille de voir ce film, un thriller vraiment percutant. Toujours au cinéma demain, on a Plancha, qui est la suite de On avait parlé Barbecue. un fois, ouais. Barbecue, donc on retrouve Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume de Tonquédec. Oui. Et donc après Barbecue, on a Plancha. C'est Vivement la suite. Asado. Toujours au cinéma, toujours demain, un film d'horreur. Voilà, si vous aimez le paranormal, la possession, etc. On a La Proie du Diable, donc on est encore sur une histoire de possession, Vatican. Voilà. Et apparemment, aussi. Et de cheveux, ouais, visiblement. Et de cheveux. Voilà. Et il Miam, veut miam. entrer, donc. Voilà, nous dit l'affiche. Donc, le Eh film bien, d'horreur. il frappe à la Voilà, porte. si c'est votre trip, La Proie du Diable, demain au cinéma. Toujours au ciné, le 1er novembre, on a un film qui s'appelle Close. Pareil, c'était une des petites pépites du Festival de Cannes, un film de Lucas Dont. Et donc, on est sur un film très dramatique, donc prévoyez vos mouchoirs. Donc sur une amitié entre deux jeunes garçons qui va virer au drame et un garçon qui va essayer de comprendre pourquoi cette histoire a viré au drame. J'en dis pas plus parce qu'il vaut mieux pas spoiler, mais prévoyez des mouchoirs. Mais regardez pas la bande-annonce parce qu'elle spoil vraiment tout. Ouais, c'est vrai qu'il spoil. Ouais, elle est vraiment... Elle explique tout. J'avoue. Ah. Sur Netflix. Sur Netflix, alors, on a un film avec Jessica Chastain et Eddie Redmayne qui sort le 26 octobre, donc c'est demain. Ça s'appelle Meurtre sans ordonnance. Ne vous fiez pas au titre français. On suit... en fait, c'est une histoire vraie. C'est une Jessica Chastain incarne une infirmière malade qui va devoir enquêter sur un de ses collègues, donc joué par Eddie Redmayne, qui est soupçonné de tuer des patients à l'hôpital. Très inquiétant sur cette affiche. Très inquiétant. Voilà. Vraiment. Donc, inspiré d'une histoire vraie. Hein. Je pense que si je devais illustrer l'inquiétude et l'anxiété, ça serait la tête d'Eddie Redmayne sur cette affiche pour moi. Clair. Ça me hype bien, ça. Toujours sur Netflix. Toujours sur Netflix, l'adaptation d'un roman très connu. Il y a déjà eu des adaptations au cinéma de cette histoire. À l'Ouest, rien de nouveau. Donc là, on est sur un film de guerre, un film de front. C'est l'histoire poignante d'un jeune soldat allemand qui est sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est son histoire à lui qui est assez poignante. J'ai envie de dire, comme adaptation, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, tout à fait. Et c'est tout en allemand aussi, faut préciser. C'est un cast allemand. Oui, pardon, je suis en train de me dire, oui, c'est tourné en allemand, mais... Non, mais parce que c'est un truc qui peut... Qui peut être très américanisé, effectivement. Non, mais tu as raison de le souligner. Effectivement, c'est un film tout en allemand, voilà, donc du point de vue des Allemands. Toujours sur Netflix, une production horrifique animée qui peut être très intéressante, qui est faite en stop motion et qui est produite par Jordan Peele, qui s'appelle Wandle and Wild, qui suit l'histoire de deux frères démons qui vont demander à une ado un peu difficile de les aider à rejoindre le monde des vivants. Donc ça, pour Halloween, ça peut être pas mal. Oui. En mode familial. Cool. Henry Selick, en plus, qui avait fait Mr. Jack. Tout à fait. Réalisateur, parce que ce n'était pas Tim Burton, mais c'est Henry Selick qui a réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est vrai. Toujours sur Netflix, on a la saison 2 de Young Royals. C'était un teen drama qui avait bien fonctionné, qui était très chouette, très choupi, qui sort le 1er novembre aussi, cette nouvelle saison. C'est l'histoire d'amour compliquée entre un prince héritier de Suède et un de ses camarades de classe dans une école privée. Voilà, c'est tout mignon, c'est tout choupi. Sur Disney+, un film d'horreur qui sort, qui s'appelle Barbare, qui est super. Vraiment, je vous recommande. Qui n'a rien à voir avec le barbare de Netflix. Absolument pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Donc il paraît qu'il faut en savoir le moins possible. Oui, voilà. Donc tout ce que je peux dire, c'est regardez. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est une colocation Airbnb forcée qui tourne mal. Ok. Très bien. Allez, Il prenait un Airbnb et ça tourne mal. Okay. Voilà, mais vraiment, regardez-le. C'est un film très surprenant avec beaucoup de rebondissements, des twists, et c'est très effrayant. Vraiment, regardez-le. Barbare, demain sur Disney+, c'est dispo. Sur Prime Video, on a une série qui s'appelle The Devil's Hour. Donc là, on se rapproche d'Halloween. Donc là, on se rapproche des thrillers et des choses horrifiques. Et donc là, on est sur l'histoire d'une femme qui se réveille chaque nuit à 3h33 du matin, la soi-disant heure du diable. Et donc, elle va essayer de comprendre ce qui lui arrive, ce chamboulement dans sa vie. C'est Peter Capaldi. Ouais. Tout à fait. J'adore l'acteur. Tout à fait. Donc 6 épisodes, ça sort le 28 octobre sur Prime Video. Toujours sur Prime, on a un film qui s'appelle Run, Sweetheart, Run. Ça sort le 28 aussi. Et c'est une mère célibataire qui va se retrouver traquée par un assaillant après un dîner qui tourne mal.
Nice. Voilà. Elle va à un repas et ça tourne mal. Et ça tourne mal. Et du Bonne coup, ambiance. elle court. J'ai oublié de les mettre, mais aussi sur Prime Video, on a le 28 octobre Classico, Je l'ai une vu, comédie voilà, avec Ahmed Silla, vous le comprenez, PSG contre l'OM. Ouais. Voilà, une comédie. Toujours sur Prime, on a le 4 Film. novembre. Film très familial, je vous le dis, Ok. pour le coup, au-delà J'ai de pas juste encore eu le l'occasion foot, de le voir. c'est vraiment un film à hauteur d'enfant que vous pouvez regarder en famille et tout, c'est Ok. c'est assez fun. Enfin, voilà. Merci beaucoup, pas encore eu l'occasion de le voir. Le 4 novembre sur Prime, on a My Policeman, une histoire d'amour tragique portée par notamment Harry Styles et Emma Corrin qui jouait Lady Di dans la dernière saison de The Crown. Et bientôt aussi, on n'a pas encore la date, mais on aura Overdose, le nouveau film bourrin d'Olivier Marchal. Ce sera aussi sur Prime Video. Sur Canal+, on a la série Marie-Antoinette. Donc c'est une coproduction internationale de 8 épisodes qui sort le 31 octobre sur Canal. Donc c'est le parcours de Marie-Antoinette qu'on resuit, un peu revisité, un peu modernisé. Sur OCS, une pépite, la saison 2 de The White Lotus. Donc série multi-primée aux Emmy Awards. Exceptionnel. Série exceptionnelle, on se moque des riches dans une station balnéaire, dans un centre de vacances. Voilà, c'est drôle, c'est percutant, c'est malin, c'est vraiment Formidable. génial. C'est génial. C'est génial. Si vous n'avez pas vu la saison 1 fois, Ouais, il faut absolument rattraper la saison Je 1. prends note. Et rattraper Unlighted. exceptionnel. Oui, c'est vrai. Je le dis à chaque fois. mais- Rattraper la saison 1 et regarder la saison 2. En plus, les castings à chaque fois sont dingos, donc voilà, c'est très très drôle. Sur Starzplay, qui s'appelle maintenant Lionsgate Plus, nous avons la série Les Liaisons Dangereuses, qui sort le 6 novembre en 8 épisodes, et c'est un préquel des aventures de la marquise de Merteuil et du vicomte de Valmont. Oh ouais. Donc voilà, c'est Comment une je suis relecture. trop hype. Waouh. Est-ce qu'il y aura l'ordre 66? C'est une relecture. C'est une relecture du roman de Shadowlaws de la Clos. Voilà, voilà. 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 Pour Et donc, pour les séance de séances rattrapage. Ouais. on a sur Canal+, MyCanal, si vous souhaitez, si vous n'avez pas vu ces films quand ils étaient au cinéma, on a Sonic 2, le film, qui sera dispo le 28 octobre. Barbac, on avait reçu Oui. Fabrice Eboué dans Tout à l'émission, qui sort le 30 octobre, et Halloween Kills, qui sera dispo le 31, forcément pour Halloween. Ah, très Et bien. j'ai remarqué effectivement dans le chat, j'ai dû condenser beaucoup de choses, j'ai donc pas pu tout mettre, mais effectivement il y a une série Star Wars qui sort sur Disney+. Tales of the Jedi. Tales of the Jedi. 10 épisodes. Je suis navrée, effectivement, j'ai dû faire des choix pour ces 2 semaines, mais il y aura cette série aussi à voir sur Disney+. Nice. Star Wars, Qui se Tales promet être of bien, the en Jedi, plus. qui a l'air très bien en plus, effectivement. Merci Désolée et beaucoup, merci. Mégane. Merci beaucoup Ouais. aussi, Bitel, Mélanie Lamani du cinéma. Avec plaisir. Juliana de 2 heures de perdu. Merci beaucoup à Chloé, Alfred et Théo derrière. Un petit big up à Paul qui a pris une semaine de vacances. Évidemment, on salue Michel. Oui. Salut Michel. Hop là, tout de suite, ça va être le before, puis le récap. Et ce soir, retrouvez les copains du React à partir de 20h30. Ciao, ciao.